Merci beaucoup, merci de l'invitation. Je suis très honoré de présenter à Sainte-Anne. Moi, je suis de Lyon, donc Sainte-Anne, ça veut dire quelque chose à Lyon. Et aussi dans cette suite de conférences où il y a énormément de gens très très prestigieux qui ont présenté, que vous avez eu la chance d'écouter. Donc je suis très honoré, merci beaucoup de l'invitation. Et effectivement, je viens vous parler d'un sujet finalement connu sans l'être, qui est la question du narcissisme pathologique. Et on m'a demandé de traiter la question de la clinique actuelle du trouble de personnalité narcissique. Alors, ça ne remarche pas. C'est ça. Alors du coup, ça, c'est pas mal de publications qu'on a fait avec des collègues. On va pas mal se baser là-dessus, notamment sur l'article en haut à gauche qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir dans les annales médico-psychologiques, qui est l'idée d'une revue narrative très très longue en français, qui reprend un peu tout ce qui nous semble, nous qui l'avons écrit, utile à connaître et pour pouvoir prendre en charge ces patients. Et bien sûr, on ne va pas parler, on pourra poser des questions, on ne pourra pas le faire, mais pervers narcissique. Alors j'ai été surpris en train de voir que même le CNRS parle du pervers narcissique. Alors, ce qui m'a un peu. Alors, il y a même des sites, perversnarcissique.com, il y a des signes pour reconnaître les pervers narcissiques, sauf une réalité scientifique. Mais pourtant, le CNRS n'en parle. Si vous avez des questions, je crois que c'est après, je ne m'abuse. Et on est parti pour 2 heures. Alors, j'ai la lourde tâche de parler à un public. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas 120 personnes là, 120 personnes en ligne, en post-prandial. Donc, si vous vous endormez, il n'y aura bien sûr aucune rancune. Et je vais commencer à vous parler de l'histoire du concept. Parce que je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser à la thématique du narcissisme, c'était avec un collègue de Genève, qui s'appelle Miguel Berthet, que je salue par ailleurs, qui me dit oh, il faut qu'on écrive un truc, ça va être super parce que personne ne connaît, tout le monde s'en fout, etc. Je dis trop bien. Et j'en parle avec un autre collègue plus vieux, qui a 50, 60 ans. Il me dit mais Martin, on ne peut pas écrire des trucs sur le narcissisme, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a trop de narcissisme, il y a trop de trucs, il y a trop de conceptualisation, on va s'y perdre, il faudrait écrire 10 bouquins. Bon. Et parce qu'en fait, c'est vrai, il y a une histoire qui est extrêmement longue et qui crée de la confusion sur ce dont on parle quand on parle de narcissisme. Il y a cette vision aussi très ancrée dans la psychanalyse ou ancrée dans des données non basées sur les preuves de ce concept. En gros, c'est pas une vraie maladie comme la dépression, la bipolarité peuvent être des vraies maladies. Il y aura tout un tas de préconceptions qui sont fausses, on verra, mais qui ont quand même la peau dure, particulièrement avec le narcissisme. Alors avant, il y avait aussi cette question sur le borderline. Aujourd'hui, grâce à des cycles de conférences comme le vôtre, c'est pas le cas, mais dans le narcissisme, c'est encore un peu associé là. Donc l'idée, c'est de vous présenter déjà une histoire. Je vous rassure, on ne va pas tout voir déjà parce que je ne maîtrise pas tout du tout, et deuxièmement parce que ça serait on le trouve un peu long et un peu soporifique. Mais on va partir depuis la base, c'est-à-dire le mythe. Alors, ce qui est intéressant avec le mythe de Narcisse, c'est pas jungien, je ne suis pas dans la symbolique, mais on a quand même un personnage, Narcisse, qui est d'une beauté exceptionnelle et qui est extrêmement arrogant et ne survivra s'il ne se connaît pas. Il finit par se voir dans le reflet et ne pas arriver à se détacher du reflet, à mourir, et à se transformer en une fleur, Narcisse, de sa vanité. Bon, on a Narcisse qu'on connaît bien et qui pourrait assez bien représenter finalement le narcissisme grandiose, une facette du narcissisme très arrogant, très autocongratulant, très auto-valorisante, aussi à la fois agressive. Il est assez agressif avec Echo, qui est la deuxième personnage de ce mythe, ce qu'on imagine du narcissisme. Mais on oublie souvent le personnage de Echo, Echo qui a été puni par je ne sais plus quel déesse, je crois que c'est Junon ou Héra, peut-être que Junon et Héra c'est la même d'ailleurs, à ne pouvoir répéter que la fin des phrases, le mot Echo. Qui fait qu'elle, elle est profondément amoureuse de Narcisse, mais Narcisse... on l'envoie balader, entre guillemets, parce qu'elle ne peut répéter que la fin de ses phrases. Et donc, elle se finit humiliée, renfermée, seule, dans la forêt, à pouvoir répéter que la fin des phrases, humiliée par Narcisse qui n'a pas voulu d'elle. Et là, on retrouve une autre facette du narcissisme, déjà à l'époque dans le mythe, parce que le mythe, c'est les deux, c'est pas juste Narcisse, une facette du narcissisme plus cachée derrière de la dépression, derrière de l'anxiété, derrière une espèce d'hypersensibilité interpersonnelle qui pourrait faire évoquer le borderline d'ailleurs, et qu'on a plus souvent tendance à voir que la facette très grandiose en population clinique.
Et je trouve que déjà dans le mythe, ça y était. Pourtant, on l'a oublié, cette facette-là, cette facette vulnérable, cette facette cachée, cette facette anxio-dépressive, on pourrait dire le narcissisme. Et je trouve que c'est important de commencer comme ça parce que ça montre qu'en fait, c'est pas nouveau tout ça. Donc ça, c'est le mythe. Après, l'histoire du concept clinique de narcissisme, hein, comme l'histoire du concept psychologique au 19e et au 20e, ça vient avec la sexualité, et donc la perversion sexuelle notamment. Alors, les premiers travaux décrivent le narcissisme comme une forme d'auto-érotisme, où les gens, ce sont ceux qui sont en gros excités sexuellement par eux-mêmes. Hein. Et donc à la base, c'était vraiment une tendance perverse sur le plan sexuel. Et ça a été plutôt développé, on va dire, toute fin du 19e, par des gens comme Ellis, comme Nack, comme Sadger. Mais assez rapidement, et notamment avec les travaux de Freud, on est passé sur le narcissisme comme phase du développement psychosexuel de l'enfant. Alors là encore, il y avait le narcissisme primaire, narcissisme secondaire, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail dessus, mais c'est pour se dire que déjà là, on a plusieurs définitions du narcissisme, alors qu'on est en 1900, allez, on va dire en 1915. Et on a déjà le narcisse du mythe, on a le narcisse de la perversion, et on a le narcisse du stade développemental. Et ça ne va pas s'arrêter, puisqu'après, et c'est ça qui va nous intéresser nous, on va avoir apparaître le narcissisme comme forme de personnalité. Et c'est intéressant parce que c'est assez finalement ancien. Comme le borderline, on sait que ça date des années 30 avec un article de type dont j'ai oublié le nom qui disait les patients borderline ce sont qui résistent à l'analyse. En fait, sur le plan du narcissisme, ce qui est intéressant, c'est que c'est très ancien aussi. On a déjà le complexe de Dieu qui est décrit par Ernest Jones où il dit, j'adore cette phrase, rien n'offense un tel homme que la suggestion qu'il ressemble à quelqu'un d'autre. Distant, inaccessible, admiratif, trop sûr de lui. On a le tableau finalement assez classique du TPN tel qu'on entend, TPN, trouble de personnalité narcissique, avec des fantasmes d'omnipotence, d'omniscience, grand besoin d'être considéré comme unique. Okay, je vous enverrai les diapos si vous voulez. Puis on a d'autres, Walder, bien sûr Freud en a déjà parlé, Reich, qui parle de cette personnalité narcissique grandiose, hein, toujours, donc il décrit ces patients qui s'adorent, qui se prennent pour Dieu, qui ont le complexe de Dieu. Et en même temps, on voit aussi apparaître une vision un peu plus nuancée, un peu plus fine de l'étendue de la pathologie narcissique, et notamment avec les travaux de Karen Horney qui nous parlent que ce n'est pas des gens qui forcément s'adorent, c'est des gens qui dépendent des autres pour avoir de l'admiration qu'ils n'arrivent pas à se donner à eux-mêmes. Donc ce sont des gens qui ont une estime d'eux-mêmes en fait en réalité assez basse, assez aliénée. On voit aussi le début en lien avec des enjeux d'attachement mal réglés, on va dire, un manque d'amour, des grandes difficultés autour de ça. Et puis en même temps, cette défense qui apparaît juste derrière, beaucoup plus violente, beaucoup plus agressive, entitled, ils disent, donc c'est supériorité des droits, avec cette attente que le succès arrive, que les relations doivent combler leurs besoins, ils sont très exigeants, ils sont très superficiels, mais en même temps, on voit déjà ce point du bout de son nez un peu cette idée de c'est pas juste une estime de soi élevée en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça. Et alors j'adore cette dame qui s'appelle quand même Annie Reich, 1960, d'accord, avant Kernberg, parce que je pense qu'il y a eu une conférence sur ça, qui parle déjà de dysrégulation de l'estime de soi. Et ça, aujourd'hui, c'est la manière dont on considère le narcissisme. Le narcissisme est une variation de l'estime de soi qui va fluctuer entre très haute et très basse. On verra pourquoi et comment ça marche, mais déjà en 1960, elle en parle. Et elle peut décrire également la place du traumatisme. Les traumatismes répétés dans la petite enfance aboutissent à l'apparition, au développement chez l'enfant et puis chez l'adolescent, le jeune adulte, d'un monde imaginaire grandiose, autoprotecteur, sécurisant et en même temps imaginaire, en tout cas pas intégré dans la réalité. Et donc on voit là déjà qu'on est sorti d'une idée purement grandiose du narcissisme, purement autocongratulante, et on rentre dans un truc où l'estime de soi est très fluctuante, il y a un enjeu traumatique assez net, et puis aussi une grande difficulté à entretenir des relations qui ne soient pas superficielles, une recherche d'admiration, un sentiment de supériorité des droits, qui sont associés aussi à la fois à cette estime de soi haute, mais aussi quand l'estime de soi est très basse. Puis, il y a les maîtres, hein, Kohut, puis Kernberg, qui en parle. Alors Kernberg, lui, il parle plus généralement d'ailleurs d'organisation de personnalité borderline, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui les troubles de personnalité, en fait, hein, globalement, dans lesquels on retrouve en fonction du type de mécanisme de défense, du type de fonctionnement identitaire, du type de mécanisme de défense, de relation de...
on retrouve différentes catégories de troubles de personnalité, et notamment le narcissisme, le trouble de personnalité narcissique, qui est une des catégories les plus sévères, caractérisée par, en fait, finalement, la constitution d'un soi autour d'un soi grandiose, qui refuse d'intégrer toute potentialité négative de l'identité et qui la projette sur l'objet, parce qu'il ne peut pas l'intégrer comme faisant partie de lui-même. Mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Le narcissisme pathologique adulte est qualitativement différent, ça c'est Kernberg, hein, du narcissisme normal. Il nie la dépendance, on verra un peu d'autres exemples de ça. Il est jamais satisfait, il est froid, il est agressif, etc. etc. Donc, Kernberg, on arrive au DSM. Alors, je vais juste voir si en fait c'est bon, si je me mets là, parce que ça fait du bruit quand je marche. Oui, c'est bon. Donc, on arrive au DSM. Et le DSM, il arrive surtout dans les années 80 avec le DSM-3. Ça a été un gros truc, le DSM-3 quand même, hein. C'est là qu'est apparu des troubles de personnalité borderline, c'est là qu'est apparu vraiment le début de la recherche sur la question des troubles de personnalité, en tout cas de la recherche quantitative. Et donc on a un tableau, hein, tout à fait de grandiosité, avec l'importance personnelle grandiose, le sentiment d'être unique, l'exhibitionnisme, avec ce besoin d'attention, d'admiration constante, les fantasmes. Alors ça j'adore, les fantasmes de succès illimité, de pouvoir, de génie, de beauté ou d'amour. Moi j'ai jamais rencontré un patient narcissique, et j'en vois beaucoup, qui m'a dit « Oui, j'ai des fantasmes de succès illimité, de pouvoir, de génie, d'amour ». Parce qu'en fait, ce critère n'a aucun sens. Ça représente une minorité des patients qui ont un trouble de personnalité gravissime. Et en fait, en vérité, ceux qu'on voit en population clinique qui arrivent en dépression, ils ne vont pas vous dire ça. Alors peut-être qu'ils le pensent, mais en tout cas, ils ne vont pas coter ça positivement. Et allez savoir si quelqu'un a des fantasmes de succès illimité sans qu'ils vous le disent. C'est un peu compliqué. Puis on retrouve l'exploitation interpersonnelle, le manque d'empathie, la supériorité des droits, etc. Tout un tas de choses du narcissisme caricatural, on va dire. Idem dans le DSM-4. On retrouve nos 9 critères qui sont encore les critères actuels, hein, donc avec, pareil, fantasme de succès, sens grandiose de sa propre importance, sentiment d'être spécial, admiration excessive, supériorité des droits, etc. etc. Bon. Manque d'empathie, bien sûr, envieux, arrogant, bon, classique. Mais déjà, c'est ça qui est intéressant, c'est que de manière très ancienne, il y a beaucoup d'experts, par exemple ici Elsa Roningstam, mais aussi Aaron Pincus, dont on parlera juste après. Ils ont dit, ouais, mais ce diagnostic, il n'est pas ouf quand même. Ce diagnostic, il n'est pas ouf, il n'est pas utile cliniquement, parce qu'en fait, il porte trop attention à des schémas externes, au détriment de toute la vie interne et la vie intrapsychique du patient narcissique, qui est en fait une vie beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que simplement celle d'être arrogant. Et en fait, on nie cette réalité clinique-là, et on nie la complexité pour finalement une description assez bête et méchante qui fait qu'on a un gap énorme entre le nombre de pathologies quand on demande aux cliniciens d'ordre narcissique et la réalité de la prévalence du diagnostic de TPN. De décorrélation complète où le TPN, ça va être 1% de la population générale, au sens des cases. Les problématiques narcissiques, en tout cas, qui même si ce n'est pas un TP au sens de trouble de personnalité, mais qui sont, on va dire, significatives, eh ben, elles sont beaucoup plus fréquentes. Donc, il est critiqué, et il est notamment critiqué parce que, comme je l'ai déjà dit, il ne prend pas en compte tout. Il prend la facette grandiose, cette facette de la personnalité narcissique qu'on imagine quand on pense au narcissique. Mais il oublie ce qui Herbert Rosenfeld appelait les thin-skinned, à la peau fine, fragile, vulnérable, hypersensible, facilement blessé, beaucoup de mal à gérer tout traumatisme, beaucoup de mal à gérer les échecs. Et pourtant, Pincus nous a appris, et on le reverra plus tard, que c'est ces patients-là qui viennent. Les patients TPN grandioses, purement, ils viennent soit parce qu'on les oblige, soit parce qu'ils ont des grosses addictions. Mais en vrai, ils ne viennent pas vous voir parce qu'ils ont un problème. Les patients à peau fine, les patients vulnérables, les patients hypersensibles narcissiques, ont tout plein de noms différents, eux, ils viennent. Et ils ne viennent pas parce qu'ils ont un TPN. Eux, ils viennent parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils sont anxieux, parce qu'ils sont borderline, parce qu'ils ont un trouble de personnalité évitant, parce qu'ils ont une anxiété sociale, etc., etc. Et vous les voyez, ces patients, c'est ceux qui ne répondent pas au traitement. C'est ceux, quand vous êtes un TCCiste, à qui vous faites le traitement de l'anxiété sociale, mais ça ne marche pas. C'est ceux, quand vous faites de la thérapie pour borderline, et c'est comme ça que souvent les gens qui font du borderline finissent par s'intéresser aux troubles de personnalité narcissique, ce sont ceux qui ne réussissent pas dans la TCD. Ce sont ceux que vous faites 2 ans de thérapie, ils évoluent quasiment pas. Alors que tous les autres dans le groupe de TCD qui étaient avec eux, ils ont réussi. Ce sont ceux qu'on aborde en supervision quand on fait de la thérapie pour troubles de personnalité parce qu'on galère, parce qu'on se sent violenté, parce qu'on se sent agressé, etc.
Et c'est un problématique. Bon, ça rejoint ce que je viens de dire. Le DSM met l'accent sur les expressions de grandiosité, donc on oublie la question de la vulnérabilité narcissique. Puis on oublie aussi la question de hiérarchique. Alors bon, ça on ira juste après. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on dispose aujourd'hui, grâce au DSM-5 et notamment au modèle alternatif des troubles de personnalité du DSM-5, on dispose de critères, franchement, vraiment pas dégueux, pour diagnostiquer un trouble de personnalité narcissique. Alors, c'est des critères qui sont basés sur le modèle alternatif des troubles de personnalité, donc avec cette dualité relation à soi, relation à l'autre, avec dans la relation à soi l'identité et l'autodétermination, et dans la relation à l'autre l'empathie, l'intimité. Et là, on retrouve ce qui, à mon sens, c'est pas mon sens, c'est au sens des gens plus forts que moi, mais c'est ce qui caractérise vraiment le trouble de personnalité narcissique. Donc on a la référence excessive aux autres pour la définition de soi, on a la régulation de l'estime de soi qui est exagérée, gonflée ou dégonflée, qui oscille entre les extrêmes. On a une régulation émotionnelle qui reflète ces fluctuations de l'estime de soi. Donc, qui dit dysrégulation de l'estime de soi dit dysrégulation émotionnelle, assez logiquement. On a également des objectifs qui sont basés sur, on va dire, des capacités, un sentiment d'agentivité qui est très altéré, qui est basé sur la recherche de l'approbation d'autrui, des normes soit trop hautes pour se sentir exceptionnel, soit trop basses parce qu'on me le doit, etc., etc. Souvent ignorant de ses propres motivations, ça, pour ceux qui voient des patients narcissiques, vous le voyez, c'est assez impressionnant, beaucoup plus qu'avec un borderline d'ailleurs. Puis après, également des difficultés à se mentaliser l'autre, des difficultés à reconnaître et à s'identifier aux besoins et aux sentiments, même difficultés à se dire qu'ils sont quand même potentiellement impactants pour les gens, parce que quiconque a déjà connu un patient narcissique sait que si avec vous il peut être impactant, il faut imaginer avec son copain ou sa copine. Et ils ont du mal à ne pas surestimer soit leur impact, j'ai changé sa vie, caricature, mais c'est un peu l'idée, ou sous-estimer, mais non, j'ai rien à voir dans cette histoire. Et puis également, cette notion de relation, alors ça c'est très intéressant. Souvenez-vous ce que disait Kernberg, il nie la dépendance. Donc en fait, les relations sont souvent très superficielles parce qu'extrêmement menaçantes. On va le voir. Parce que qui dit connaître quelqu'un dans le fond, dit prendre le risque d'être humilié, parce qu'on lui montre nos failles, d'être pas aimé, d'être rejeté. Et donc, jamais je vais me montrer tel que je suis. On pourrait l'utiliser contre moi. Et du coup, en fait, j'ai des relations qui sont très, très, très superficielles. Et dès que je commence à être dans des relations un peu profondes et qu'on commence à me renvoyer mes défauts réels, je me casse parce que c'est trop activant. Et voilà. Et après, il y a la mutualité limitée par le peu d'intérêt véritable pour l'expérience des autres et la prédominance du besoin de gain personnel, très souvent de régulation de l'estime de soi. Ça va jusque-là ou pas? Je vous rassure, les trucs compliqués, c'est bientôt fini. On termine juste sur les dernières approches du narcissisme, qui sont ce qu'on appelle les approches hiérarchiques, où en fait, avant, on se disait, bon, ok, il y a les gens grandioses et les gens vulnérables. Alors les grandioses, c'est ceux qui sont grandioses, donc ils sont très externalisés et tout. Puis les vulnérables, c'est ceux qui sont cachés. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est plus compliqué que ça, mais ça, cliniquement, je le trouve moins utile. Mais je vous le dis parce que c'est les dernières données. On a le narcissisme grandiose, qui est soit ouvertement grandiose, je suis génial, soit caché de manière cachée, je suis génial, mais je me le dis que dans ma tête. Et la version vulnérable, je me sens hyper nul, je me sens nul, je le dis ou je le cache. Je le dis par exemple pour être assuré, je le cache, je le pense juste avec moi-même. Mais en même temps, je me dis que c'est quand même un peu la faute des autres, etc. Bref, tout ça pour vous dire que le narcissisme, c'est pas juste quelque chose de l'ordre de je m'adore. Et en fait, c'est même très 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 souvent l'inverse. C'est des gens qui se détestent profondément, qui ont une haine viscérale de ce qu'ils sont et qui ont une haine viscérale du monde aussi, parce que ils leur rappellent ce qu'ils ne sont pas. Donc ils se détestent d'être ce qu'ils sont et ils détestent le monde d'être aussi violent avec eux. Ils se sentent profondément humiliés, profondément honteux, dans une constante lutte et dans un constant sentiment de devoir se défendre et d'être attaqué. Et ça va pas, quoi. Ça va bof. Et je termine juste sur ces approches-là. Alors après, il y a plein de trucs, mais c'est juste pour dire que aujourd'hui, on reconnaît aussi, au-delà de la grandiosité et de la vulnérabilité, l'aspect central de la supériorité des droits dans le narcissisme. C'est-à-dire, on me le doit. Si vous voulez, il y a je suis génial, cognitif, puis il y a on me le doit, c'est ontologique, c'est comme ça. Je mérite un traitement de faveur. J'ai un patient qui disait j'ai le syndrome du personnage principal. Ça parle, vous voyez. C'est cette supériorité des droits. Je me souviens un patient qui me dit
Mais elle a refusé de me parler en parlant de sa copine. Elle a refusé de me dire ce qui allait pas. Et je lui dis, d'accord. Il me dit, mais elle doit le faire. Je dis, pourquoi elle devrait le faire? Parce que c'est ma copine. Je dis, parce que c'est votre copine, elle doit tout vous dire. Non, mais elle doit me parler. On ne pouvait pas le rationaliser. C'était obligatoire qu'elle lui parle. Elle ne pouvait pas avoir de jardin secret, par exemple. C'était pas possible. Non. Si je veux savoir un truc, elle me le doit. Mais c'est très émotionnel. Hein. Bah, ils se posent rationnellement, ils ne sont pas activés. Ils disent, ah, c'est quand même abusé. Mais rationnellement, c'est très compliqué. D'accord? Et donc là, je vous ai fait un aperçu très. Ah oui, ça fait déjà 30 minutes en fait. Ok. Je vous ai fait un aperçu assez rapide du narcissisme, mais vous voyez un peu l'histoire. Vous voyez qu'on passe d'un truc très mythologique à un truc très perversion sexuelle, développement psychosexuel, et puis ensuite à un tableau de personnalité au début très grandiose, très ouvert, très je m'adore. Et puis progressivement, on voit une autre facette du narcissisme, beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus cachée, avec cette grandiosité qui est là, hein, mais qui est cachée derrière de la dépression, derrière de l'anxiété, de l'anxiété sociale, de l'évitement. Et c'est eux on va voir surtout, même si on verra qu'en fait, les patients narcissiques fluctuent entre cet aspect très grandiose et cet aspect très vulnérable, parfois même dans un entretien. C'est assez impressionnant. Ok. Ça, je ne vous ai pas perdu? Okay. Ça nous amène à une question. Comment on s'y retrouve, du coup? Comment on se retrouve? Parce qu'on a Freud, parce qu'on a la thérapie des schémas, on va nous en parler après, parce qu'on a les approches hiérarchiques, parce qu'on a les approches de thérapie, on a les approches sans thérapie, on a les approches du DSM, mais du DSM section 2 ou section 3, on ne sait plus. Et on en revient à mon collègue qui me disait, mais tu peux pas écrire un truc sur le narcissisme, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Bah, je ne pense pas, je pense qu'on peut le simplifier, ou en tout cas essayer de ressentir, de trouver un peu le truc essentiel, qui est utile cliniquement. Je sais qu'il y a pas mal de cliniciens dans la salle. Donc en fait, savoir qu'il y a un grandiose ouvert, un grandiose caché, cliniquement, moi, ça ne m'a pas aidé. Par contre, ce type de conceptualisation que je vais vous présenter m'a aidé. Et je remercie particulièrement le docteur Duarte, du coup, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a appris cette vision-là. Et la docteure Roningstam aussi, qui a confirmé que c'était a priori une approche valable. Donc, pour ceux qui sont des théoriciens dans la salle, je m'excuse d'avance, il y a beaucoup de concepts qui sont très très simplifiés. C'est les concepts qu'on présente aux patients. C'est ceux avec quoi on travaille avec les patients. En tout cas, là où je travaillais à Dipsy, puis même à Genève ou dans d'autres lieux. Ok. On est parti? Alors, revenons à la définition du narcissisme. Parce que là, pour l'instant, on en a 150 000. On a le narcissisme primaire du bébé de Freud, His Majesty the Baby, et puis on a les trucs hiérarchiques. Alors, il y a cette définition que j'aime bien de Pincus, qui est le ponte mondial du narcissisme, qui définit le narcissisme comme la capacité d'une personne à réguler son estime de soi sans dépendre de la validation, de l'admiration, de la valorisation de son environnement social. Il existe donc un narcissisme normal. C'est quand ça marche. Et on a tous une forme de narcissisme normal. On est obligé d'en avoir, parce que sinon, on n'a aucune résilience. Si je me dis pas que je suis capable de faire des trucs quand même et que j'ai pas besoin qu'on me le dise pour être bien, ben je peux pas fonctionner. Vous voyez, je peux pas me relever dès que j'ai un échec. Et donc, je peux même pas être autonome. J'ai tout le temps besoin qu'on vienne me dire que ce que je fais c'est bien et qu'on me rassure. D'accord? Donc, on a cet aspect de narcissisme normal qui est essentiel. Et ça va s'exprimer comment? Ça va s'exprimer par une estime de soi qui, on dit, saine et stable. Saine parce qu'elle est ancrée dans la réalité. On voit, hein, c'est le carré gris. Il y a la réalité haute et la réalité basse, c'est-à-dire l'estime de soi positive dans la réalité, l'estime de soi négative dans la réalité. Je vais prendre la souris parce que c'est plus visible. Elle est où la souris? Elle est là, c'est bon. Là, vous voyez la réalité. C'est marrant comme phrase. Elle est là. Et puis, vous voyez l'estime de soi qui est située dans la réalité. Donc, pas trop haute, pas trop basse. En l'occurrence, chez quelqu'un de fonctionnel sur le plan psychique ou de sain, entre guillemets, elle est plutôt haute. Enfin, je veux dire, on n'a pas une image de soi effondrée, normalement. Et puis, elle est plutôt stable. Alors, bien sûr, elle va varier. Si je vis un échec à un examen, si je vis un échec tout court d'ailleurs, mon estime de soi, elle va logiquement tomber. Mais vu que j'ai cette idée fondamentale que je ne suis pas soit le meilleur, soit rien, c'est une manière de comprendre le narcissisme pathologique, là, ce serait plutôt comme n'importe qui, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses. Vous voyez. Du coup, je me dis, bon, ok, j'ai complètement planté mon examen, c'est pas grave.
je révisais pour le prochain, puis le prochain, je rattrape ma note, c'est bon. Je m'effondre un peu, donc je fais un peu de choses pour aller un peu mieux. Voilà. Et on a un estime de soi saine, et on est hyper fonctionnel. Le problème, c'est que ça se paie pas forcément tout le temps, cet aspect-là. Ça nécessite des choses quand même, dans l'enfance notamment, dans le cadre du développement, euh, pour arriver à cette estime de soi-là. Alors, je trouve que la manière la plus parlante et en même temps la plus complexe, c'est pour ça qu'on a essayé de la simplifier, de comment se développe le narcissisme pathologique, c'est celle des théories psychodynamiques et notamment celle de la thérapie focalisée sur le transfert. C'est l'idée que finalement, et c'est comme ça qu'on le présente aux patients encore une fois, alors désolé pour l'injustesse, la non-justesse du concept, mais on dit aux patients comme ça, on leur dit, bah voilà, écoutez, si vous voulez, quand vous êtes né, vous avez une vision très binaire de la réalité, binaire de vous, binaire des autres, et binaire de les relations avec les autres tout court. Et ça va s'exprimer par, je ne peux pas me dire que les gens sont bons et mauvais. Je ne peux pas me dire que je suis bon et que je suis mauvais en même temps. C'est pas possible. Et c'est normal, ce qu'on appelle la position clivée, alors on leur dit comme ça, hein, position schizoparanoïde, clivage. Et puis, même si s'il y a des psychanalystes dans la salle, ils commencent à s'échauffer un peu. Et on leur dit, bah voilà, normalement, ce qui se passe, c'est quand je grandis dans un environnement safe, un environnement sécure, qui me donne suffisamment de sécurité affective pour pouvoir accepter que, comme n'importe qui, j'ai des défauts, mais que je suis aimable comme ça, avec cette partie négative de moi, je vais vous donner un exemple clinique après, et bien à ce moment-là, je peux apprendre la nuance. Si j'arrive à comprendre que je peux être aimé tout en étant médiocre, c'est pas grave, ben, j'accepte, j'ai suffisamment de sécurité pour pouvoir commencer à me dire, bon, bah, je peux être médiocre, c'est pas grave, je vais tenter des trucs. Pire, je me plante, on m'aimera quand même, vous voyez. Et donc, ben, si je peux faire ça avec moi, je peux faire ça avec le monde. Je vais aller tester des trucs. Au pire, je me plante, je reviens chez mes parents, ça a raté, puis j'y repars, puis je reviens, c'est l'adolescence. Jusque-là, je découvre. Et puis, bah, si j'ai cette tolérance avec moi, je peux avoir cette tolérance avec les autres. Vous voyez un peu comment, finalement, si je grandis dans un milieu qui me fait comprendre que j'ai des qualités et des défauts, et que toute cette complexité est aimable chez moi, alors, ben, ça marche. Je peux développer ce sentiment intégré de qui je suis, qui intègre les représentations positives de moi-même et des autres, les représentations négatives de moi-même et des autres, et les relations ne sont pas juste binaires non plus. Ça fait sens ou pas? Ouais. Et ben ça, c'est ce qui se passe normalement. Maintenant, qu'est-ce qui ne se passe pas normalement? Ben, c'est la question du narcissisme pathologique. C'est quand cette estime de soi dont je parlais tout à l'heure, qui jusqu'à là était indépendante, bah, elle est dépendante de la validation, de la valorisation de l'environnement social pour être régulée. En gros, si je ne suis pas le meilleur, je ne vaux rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un besoin intense d'être validé, d'être admiré, d'être valorisé dans ce que je fais. Si je ne l'ai pas, d'abord, on va voir comment je fais pour l'avoir. Bah déjà, je vais utiliser stratégie dysfonctionnelle pour l'avoir. Exemple grandiose. Elle est incroyable, ma conférence, non, vous ne trouvez pas? Oui. Ah, c'est génial. Exemple vulnérable. Elle est hyper nulle, ma conférence. Vous ne trouvez pas qu'elle est hyper nulle, sérieux? Mais non, elle n'est pas hyper nulle, ta conférence. Ah, voilà. Mais dans tous les cas, je me cherche à me valider par l'extérieur. D'accord? Soit ça marche pas. J'ai pas ces besoins qui sont comblés, et donc je vais apporter une réponse dysfonctionnelle pour lutter contre ce que ça me fait sur le plan émotionnel. Et c'est ça qui constitue le narcissisme pathologique. Alors, il y a un débat dans la littérature sur est-ce que le narcissisme normal et le narcissisme pathologique sont un continuum. Franchement, j'en ai aucune idée, j'ai pas compris la moitié du débat, mais globalement, a priori, ce serait une fonction distincte du narcissisme normal. Et ça va s'exprimer... attendez, où est-ce que je suis là? Ça va s'exprimer comme ça. Au lieu d'avoir une estime de soi qui est saine et stable, on va avoir une estime de soi qui est non saine et instable. Non saine, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas connectée à la réalité. Elle est soit trop haute, hors réalité, soit trop basse dans la réalité. En dehors de la réalité aussi, pardon. Et donc, du coup, il faut absolument que mon environnement social me renvoie cette estime de soi très haute. Sinon, elle s'effondre. Exemple, je vous prends d'un patient qui m'explique qu'un jour, il rend un dossier à son patron, un gros dossier sur lequel il avait bossé 6 mois, son patron lui fait « Ok, merci. Ok, merci. Ok, merci. J'ai passé 6 mois à bosser sur un truc, ok, merci. » Mais en fait, c'est quoi? C'est que mon travail, c'est de la merde, c'est ça? Parce que si c'était vraiment du bon travail que j'avais fait, il m'a pas dit ok, merci, il m'a dit putain, c'est génial ce que tu as fait, c'est super, etc.
Ok ? Ne pas être complimenté suffisamment. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Ben, vous et moi, je ne sais pas pour moi, mais on va dire pour vous, on se dit, bon, bah, ça va, j'ai pas fait un travail nul, c'est bon, il a des trucs à faire, il est occupé, peut-être que mon travail n'est pas top, enfin, j'en sais rien, mais voilà. On va pas s'effondrer. Eux, ils vont s'effondrer. Et eux, ce qu'ils vont se dire, c'est si mon travail n'est pas source de louanges, alors c'est que c'est une énorme bouse. Et que, non contente que mon travail soit une énorme bouse, je suis une énorme bouse. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On revient à la question du trouble de personnalité. C'est leur identité profonde qui s'effondre. Voyez ? Et donc, ils ressentent dans ces moments-là, et là c'est le cas de ce patient, parfois très fugace, parfois profond, parfois de longue durée, un sentiment d'humiliation et de honte qui est absolument inimaginable. Inimaginable. Et du coup, ils vivent ce truc ultra hardcore. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'ils font nos patients borderline quand ils se sentent abandonnés à fond ? Ce n'est pas les patients qui sont le plus connus pour être fonctionnels dans leur réaction. Mais c'est pareil pour les patients narcissiques. Ils vont réagir. Il faut réagir à cette chute profonde de l'estime de soi. Il faut pouvoir que le patient se dise « c'est pas moi, c'est toi ». Parce que si c'est moi, je suis la pire bouse. Donc ça sera toi. Et donc on a les patients qui s'effondrent et puis très vite ils doivent se défendre. Mais là où quelqu'un de fonctionnel, il rate un examen, il étudie et puis c'est bon, eux, leur chute de l'estime de soi est tellement forte qu'ils doivent avoir une réponse tout aussi forte pour se réguler. Exemple de mon patient qui lui dit « mais en fait, vous êtes un énorme ingrat. Enfin, c'est quoi, j'ai travaillé 6 mois sur un dossier, en fait, vous n'en avez rien à foutre et quand je vous le donne, vous me dites « ah, merci, ok, merci ». Vous voyez ? C'est pas possible que mon travail soit pas parfait, donc c'est toi qui es ingrat. Vous voyez ? La cohabitation des deux, c'est pas possible. Peut-être que mon travail n'est pas totalement bien, mais en même temps bien. Impossible. Peut-être qu'il n'a pas le temps là, mais que c'est quand même pas forcément un ingrat. Impossible. Soit mon travail est parfait, soit tu es un ingrat. Et vu qu'il n'est pas parfait parce qu'il ne m'a pas fait la valorisation, alors c'est un ingrat. Bon, on s'imagine ça assez facilement quand c'est quelqu'un qui nous le dit. Quand c'est ouvert. Quand c'est, je veux dire, t'es un ingrat, voilà, je vous le dis. Mais en fait, beaucoup de patients l'internalisent. Ils disent rien, hein. Ils ne reviennent pas au taf, ils se mettent en arrêt, ils se disent de toute façon, c'est une énorme boîte d'ingrats. De toute façon, tous mes managers, ils sont toxiques, etc., etc. Mais dans le fond, j'ai la même colère, hein, j'ai la même haine. C'est juste qu'elle tourne en boucle. D'accord ? Et donc, on a cette triade un peu émotionnelle du narcissique. La honte d'être aussi médiocre, et c'est vraiment un sentiment d'humiliation profond. La haine contre l'autre qui me fait me sentir aussi mal, et l'envie vis-à-vis de l'autre qui a ce que je n'ai pas. Quelques exemples. Là, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. On fait un groupe de psychoéducation. Et puis, on a un patient. En fait, au départ, j'ai fait une étude de faisabilité. Donc, on leur faisait remplir un questionnaire au début. Un questionnaire de PNI, bref. Pour évaluer les symptômes narcissiques. Et donc, ils arrivent dans la séance et puis ils remplissaient le questionnaire. Et un jour, ce patient arrive en retard de 5-10 minutes. Et du coup, on fait remplir le questionnaire. Puis je vois qu'il n'arrive pas. Donc, je prends la feuille. Je la froisse un peu en la remontant, puis je la mets à côté de moi, et puis je commence à parler, et puis je le vois arriver, alors je lui donne la feuille froissée. Et puis, à un moment arrive le moment du tour de table, où on essaie de partager des expériences où il y a eu le narcissisme qui s'est activé. Et il me dit, moi ça s'est activé quand je suis arrivé. Parce que le seul qui avait une feuille ultra froissée dégueulasse, c'était moi. C'est rien, hein. C'est juste ça. Et ça l'avait suffisamment activé. Bon, après, il commençait à connaître, et donc du coup on a pu en parler, et ça a été finalement hyper productif. Mais vous voyez, une feuille froissée. Autre exemple, une patiente qui me raconte d'ailleurs j'en parle un peu après je crois, donc a une grosse histoire traumatique, qui a un énorme trouble de personnalité narcissique, mais très très, qui faisait beaucoup souffrance chez elle. Et je dis faisait parce qu'elle est en rémission maintenant. Ça a été compliqué, mais on l'a fait. Et on était beaucoup dessus. Hein. Et du coup, elle me dit, voilà, bon, j'ai commencé à me microdoser en psychédélique, etc. Elle me dit ça. Moi, j'étais parti dans un truc, je parlais, je dis, ah ok, d'accord, et puis je continue ce que j'étais en train de dire. Et là, alors que tout se passait bien, elle pète un câble. Elle me dit, en fait, vous n'en avez rien à foutre de ce que je vous dis. Mais en fait quasiment, elle ne m'a pas dit, vous êtes un con, mais en fait, elle me dit, mais en fait, si vous en avez rien à foutre, je ne sais même pas pourquoi je suis là. D'un coup, elle commence à s'énerver. Je dis, mais attendez, pause. C'est passé quoi là il y a 5 minutes, tout allait bien, et d'un coup, vous êtes hyperactivé. Qu'est-ce qui se passe? Et elle m'explique qu'en fait, le fait que je n'ai pas répondu à son truc
pour elle, ça voulait dire que j'en avais rien à foutre, qu'elle était ridicule. Et il a fallu se défendre. C'est moi qui suis un ingrat de psychiatre qui l'écoute pas. Parce que c'est soit ça, soit elle est profondément ridicule. Vous voyez ou pas? Et des exemples comme ça, j'en ai une pelletée. Comment on peut comprendre ça sur le plan du développement? Je reviens à mon développement. Schizoparanoïde, clivé. Ah ok, papa, maman, ils me disent que même si je suis nul, hop, ça va mieux. Caricature un peu, mais c'est un peu l'idée. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est pas le cas? Et notamment, qu'est-ce qui se passe quand je grandis dans un environnement qui punit? Quand je grandis dans un environnement qui humilie dans la médiocrité, voire qui traumatise, ou qui me fait comprendre que mes défauts, sans parler de médiocrité, mais que mes défauts ne sont pas acceptables, qu'il y a un truc qui ne va pas chez moi là-dedans. Bon, toujours cet exemple, prenez un enfant TDAH. L'enfant, il donne tout ce qu'il a, hein. Tout ce qu'il a. Simplement, il est incapable de rester sur sa chaise plus de 5 minutes. Si quand il rentre, son père il lui met des tartes, parce qu'il lui dit, mais en fait, reste assis, tu prends des tartes, tu vas rester assis, il n'arrive pas à intégrer qu'il peut avoir cette hyperactivité en lui, mais que ça ne fait pas de lui une mauvaise personne non plus, vous voyez. Oui. J'ai une patiente aussi qui m'avait dit, quand elle rentrait chez elle, elle avait 18, son père il disait, ils sont où les 2 points? Vous voyez. Ou une patiente qui, dès qu'elle avait un peu de retard, ou que son père, enfin, pas qu'elle avait un peu de retard, qu'elle avait un peu de retard, qu'elle se ratait, tout ça, sa mère lui disait, mais t'es pourrie, ma fille. Regarde-toi, t'es pourrie, ma fille. Et imaginez la violence un peu. Bah, du coup, je peux pas intégrer cette partie négative de moi. Je peux pas intégrer que quelque part, j'ai des défauts, mais que je suis acceptable et que je suis aimable quand même. Donc, je reste clivé. Je reste, alors ça c'est la base de tous les troubles de personnalité d'ailleurs, je reste binaire. Je ne peux pas accepter la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire avec sa part positive, la représentation de soi positive, la représentation des autres positives et négatives dans l'autre. Okay. Donc il faut bien survivre. Et une manière de se défendre de ça, c'est un peu, alors encore une fois, désolé pour l'inexactitude du concept, mais là c'est vraiment à visée clinique, hein, c'est ce qu'on présente, on utilise ces diapos, psychoéducation, ben, une espèce de pseudo-identité qui se crée, grandiose, une espèce de pseudo-identité un peu, comment dire, ouais, une pseudo-identité grandiose, fantasmée, c'est le mot que j'ai cherché. Les patients ils disent soit fantasmé, c'est-à-dire que cette espèce d'identité inconsciente pour résoudre ce dilemme identitaire. Parce qu'en fait, quand je suis dans une position clivée, quand je suis dans une position un peu séparée en deux comme ça, ben, je ne peux pas savoir qui je suis. Parce que qui je suis nécessite de savoir ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, mes qualités, mes défauts, etc., etc. Vous voyez, ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Toutes ces choses-là, qui sont extrêmement complexes, je ne peux pas les acquérir. Donc, eh ben, je fluctue tout le temps de l'un à l'autre. Alors, soit je suis bien, soit je suis une merde, soit je suis bien, soit je suis une merde. Mais en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où, quand je suis une merde, je suis la pire merde qui existe, je suis la pire bouse qui existe, c'est pas possible. Et donc, il faut trouver une solution. Et donc, j'aime bien cette notion de soi grandiose. Alors, ça, c'est le truc de Kernberg, je ne vais pas revenir dessus. On dirait un peu cette entité inconsciente qui ne prend en compte que mes qualités. C'est pas délirant, pas maniaque. Je me souviens d'un patient qui me disait pourtant, je sais que je suis très créatif, je veux dire, je suis quand même ingénieur, je suis hyper sympa, je suis drôle, je suis hyper sportif, mais j'ai aucune confiance en moi. Oui, c'est ça. C'est vrai, il est tout ça, mais il est autre chose qu'il n'arrive pas à accepter aussi. Parfois égoïste, très dysrégulé, addict, etc. etc. Oui. Et donc, ben, cette identité très positive, ben, c'est ça, en fait, finalement, ce soi grandiose, et c'est ça qui sous-tend la pathologie narcissique. C'est ça qui fait que j'ai cette estime de soi très élevée. Parce que je ne prends compte que mes qualités. Mais dès que la réalité me remet un tout petit peu de réalité négative, de défaut, par exemple, ou juste émotion négative, alors cette identité, ça s'effondre et je m'effondre. Vous voyez un peu? Ça fait sens? Et du coup, on le présente comme ça aux patients. On leur dit, ben, un certain nombre de patients expliquent qu'ils savent que leur tendance à l'isolement, leur tendance à se braquer, c'est pas normal, mais que c'est plus fort qu'eux. Ils savent aussi que certaines critiques qui leur sont faites sont potentiellement vraies, mais seulement à ce moment-là, les émotions sont tellement intenses qu'ils ne se contrôlent plus. Et du coup, j'aimerais bien leur représenter comme ça, le soi grandiose, comme un petit diable constamment sur leurs épaules, qui leur dit, ouais, mais t'as beaucoup de capacité, t'as beaucoup de morale, t'as beaucoup de valeur. Et les autres, ils n'ont pas ça. Les autres, ils n'ont pas ta capacité, ta morale. Je vais vous donner des exemples après. Je mérite d'avoir une vie à la hauteur de ce que je suis,
Mais en même temps, si j'atteins pas ces standards, alors je vaux rien. Vous voyez? Et si vous voulez, ben, c'est ce qui se passe là. Ou alors quand on est dans cette estime de soi trop élevée, ben, on a un peu cette idée que je n'ai que la partie positive de moi, je n'ai que mes qualités. Par exemple, j'ai un patient qui... attendez. Ah, c'est bon. Voilà. Par exemple, pour ma patiente des psychédéliques tout à l'heure, c'est si je parle, il doit m'écouter entièrement et me répondre. Ça, c'est, on va dire, l'aspect grandiose. Et si on creuse un peu, c'est mais parce que c'est hyper intéressant ce que je dis, etc. Si c'est pas le cas, alors cette pseudo-identité grandiose s'effondre et il faut se défendre pour retrouver un peu de cohérence. Mais c'est pas toi, c'est eux. Comment il peut dire un truc de pareil alors que t'as rien à te reprocher? Ils te le doivent et ils te le donnent pas. Tout pour justifier de pourquoi je l'ai pas eu en fait. Pourquoi ça, il m'a pas écouté. Vous êtes un psychiatre de merde, c'est pour ça que vous m'écoutez pas. Vous voyez? Et tout le temps, c'est ça. Tout le temps, c'est cette quête de réassurance constante et avec des chutes de l'identité énormes. Alors, ils restent grandioses, c'est ça qui est très important. C'est pas parce qu'ils sont pas dans l'autocongratulation qu'ils sont pas grandioses. Syndrome du personnage principal. Mais en même temps, ils sont grandioses, mais ils se détestent parce que leur vie n'est pas cette grandiosité. Vous voyez un peu cette ambivalence? C'est-à-dire que je me sens supérieur, mais je me sens inférieur en même temps. Ontologiquement, je suis censé être là, mais je me sens tout au fond. Mais je me sens tout au fond parce que je n'atteins pas ce truc-là, mais en même temps, je considère que les gens doivent me traiter comme si je l'atteignais. Enfin, vous voyez un peu l'ambivalence du truc. Si vous avez compris ça, à mon sens en tout cas, vous avez compris la problématique du narcissisme pathologique. C'est ça. Et on va voir un peu en détail des présentations cliniques, mais je suis dans les temps. Mais globalement, c'est ça qu'il faut garder en tête. Ok? C'est clair ou pas? Ouais. Et alors du coup, juste je reviens à ma triade émotionnelle. L'envie, la honte et la haine. La haine. Vous voyez? Je vais vous donner un autre exemple pour vous dire que c'est pas forcément que dans le comportement que ça va se jouer. Un patient me dit que il s'est fait, en gros, il s'est fait engueuler par son patron, hein, et parce qu'il était en retard au taf, parce qu'il venait bourré. Et il me décrit comme ça qu'il s'est senti comme une merde, et surtout il avait la haine. Alors je lui dis la haine. Il me dit ouais, bon, ok. Et puis on arrive dans le groupe de psychoéducation, et puis on parle de cette situation, et il dit mais c'est normal parfois de penser à avoir envie d'éventrer les gens qui nous ont fait du mal. Première fois que je faisais un groupe, j'étais encore interne. Et il y en a 3 autres qui font ah ouais, de ouf et tout. J'étais bon, d'accord, très bien. Le message, c'est que même le fantasme imaginatif, c'est une manière de se réguler. Dans la vraie vie, j'ai rien dit, mais dans ma tête, je le défonce. Et ça me permet de me réguler. Vous voyez? Dans la vraie vie, je dis rien, mais dans ma tête, je me dis que c'est des merdes. Vous voyez? Et je reviens avec mon soi grandiose comme ça. C'est pas moi, c'est eux, de toute façon, je les emmerde, etc. Tout est bon pour se réguler parce que l'effondrement est horrible. Vous voyez? Ça fait sens ou pas? Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on vit cet effondrement émotionnel? Je vous ai dit, hein. Bah, l'agressivité, c'est une forme de réponse. Je vais attaquer l'autre pour lui montrer que c'est lui qui a tort et qui a des défauts. Je vais m'isoler. Le monde est beaucoup trop violent, alors je m'en extrais pour retourner tout seul avec ma grandiosité. Alors bien sûr, ils le disent jamais comme ça, hein, mais c'est un peu l'idée. Je vais ouvertement me critiquer pour que quelque part on me dise que c'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple après. Ou rechercher une admiration. Vous voyez? Et parfois, l'admiration, elle est aussi dans le négatif. Hein. Vous avez jamais vu ces patients intraitables, très 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 malades, plus malades que tout le monde. Hein. Ils ont une dépression résistante à tout. Je dis mais je peux pas, je suis dépressif. Vous voyez? Une manière de briller, hein. D'être le plus malade des malades, d'être le plus résistant des patients. C'est une manière de briller. Vous voyez ou pas? Donc, ce que je veux vous retenir, c'est que ces comportements de régulation émotionnelle, ils ne sont pas seulement évidents, ils peuvent être cachés aussi. Vous voyez? Donc, ben, j'ai besoin de gérer ce chute d'estime de soi, et puis ben, là rentrent en jeu aussi toutes les stratégies de dysfonction, enfin, toutes les stratégies dysfonctionnelles de régulation émotionnelle. Bah ouais, pourquoi eux ils se scarifieraient pas? Pourquoi eux ils prendraient pas des toxiques?
Pourquoi eux, ils seraient pas autodommageables, voire suicidaires? Ils ont le droit aussi, que c'est pas que les borderline. Et donc vous les voyez arriver, hein. C'est des vrais borderline. Sauf que le traitement, ça marche pas sur eux. Vous voyez. Et donc là, on voit comment, bon, bien sûr, isolement, anxiété sociale, dépression, anxiété, on le voit, mais on voit aussi pointer le borderline. Ces patients borderline, quand on les met dans un groupe avec 8 patients borderline, on dit, putain, lui, c'est pas pareil. Il y a un truc différent de tous les autres. Ou 2 ou 3 parfois même par groupe. Et donc, ben, bien sûr, ils vont avoir recours à des stratégies dysfonctionnelles. Surtout chez le vulnérable. Le grandiose, pas trop, a priori. Voire ce serait plutôt protecteur même. Et pour terminer le tableau extrêmement complexe, il fluctue. Il fluctue entre les deux. Ça n'est pas ancré dans le marbre. Un patient peut être extrêmement grandiose et à un moment, quand il se sent suffisamment en sécurité, s'effondrer. Puis ensuite redevenir tout de suite grandiose. Ok ? Et il fluctue entre la grandiosité, donc cet aspect valorisation de soi, surévaluation de ses capacités, exhibition, agression, exploitation, vous voyez tout ce truc qu'on imagine classiquement du TPN, les critères DSM, et des versions plus vulnérables, honte, dépression, autocritique, retrait social, etc. Et il fluctue entre. Tout le temps. Parfois même sur la même journée. Les dernières recherches montrent que ça fluctue sur une journée même. Ce n'est pas des états ancrés. C'est ça que je veux vous dire. Beaucoup cette courbe qui est issue d'une étude de Ecological Momentary Assessment. Vous savez, c'est ce truc où ils ont leur téléphone, ils répondent à des questionnaires 4 fois par jour pendant 3 semaines. C'est ça, la fluctuation, vous voyez. Ça bouge. Et ce que j'adore, c'est que vous pouvez même le voir dans un entretien. Par exemple, un patient qui... Alors déjà, entre les entretiens, il y a 3 semaines, un patient avec un trouble de personnalité narcissique a fait une blague à une patiente extrêmement déplacée. La patiente a pété les plombs. Sauf qu'il s'avère que c'est une patiente que je suis aussi et que ça m'a un peu énervé qu'il fasse cette blague, donc je vais un peu rentrer dedans. Donc il arrive, mais de toute façon vous êtes tous des cons. Il envoie un mail au directeur en disant je veux partir de la DIPSI, c'est scandaleux, je vais déclarer ça à l'ARS, etc. Ou vous prenez parti pour les patients, etc., etc. Ultra grandiose, ultra agressif. Je le vois effondré une semaine plus tard. Mais je me sens comme de la merde, etc. Mais en fait, je me rends compte que je suis responsable de tous mes problèmes, etc. Donc, mais sincère, authentique, il pleurait, je ne l'ai jamais vu pleurer. La semaine d'après. Non, mais en fait, je pense que, en vrai, il faut que j'enlève les personnes toxiques de ma vie. Vous voyez ? 3 semaines, 3 présentations différentes. Ok ? Vous voyez un peu le truc ou pas ? Parfois même dans un entretien. Mais de toute façon, ça, je l'avais vu à Genève. C'était pas ma patiente. Mais de toute façon, vous êtes un psychiatre de merde, vous n'en avez rien à foutre de moi. Vous faites ça pour la recherche, je sais pas quoi. Si vous aviez grandi avec un père comme le mien qui vous aurait fait subir ce que moi j'ai subi, vous comprendriez pourquoi je réagis comme ça. Effondre. Mais de toute façon, vous êtes un énorme enfoiré. Et direct après. Et vous les voyez comme ça switcher de l'un à l'autre. Parfois, ils s'ouvrent, ils sont sincères. Et d'un coup, ils redeviennent hyper défensifs et hyper grandioses. D'accord ? Donc ça bouge beaucoup. C'est ça le message. Et donc un patient, alors en vrai d'expérience, même si je ne sais pas si c'est validé par l'épreuve ça, mais d'expérience quand même, ils sont plutôt grandioses le plus souvent ou vulnérables le plus souvent. D'accord ? Mais ils peuvent fluctuer tous entre les deux. D'accord ? Et si vous avez des patients narcissiques en thérapie, restez vigilants à ça, c'est assez impressionnant de voir ça. En gros, quand est-ce que c'est la victime et quand est-ce qu'il devient l'agresseur ? Et quand est-ce qu'il devient la victime et quand est-ce qu'il devient l'agresseur ? Comme ça, il switch comme ça. Ok ? Ça va jusque-là ou pas ? Ouais. Bon. Parce qu'on a passé l'heure du postprandial, donc ça devrait aller. Mais il y a 180 personnes sur le truc. J'aime bien cette diapo, alors surtout à Sainte-Anne, du coup. Est-ce que c'est une fantaisie de poète, tout ça ? Est-ce que c'est un peu un truc de psychanalyste un peu ésotérique qui ne correspond à aucune réalité neurobiologique ? Non. Non, 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 pas du tout. Il y a cette revue de littérature dont je vous conseille la lecture qui est hyper bien. Et qui a montré, bien entendu, on retrouve toujours les mêmes choses, hein, de toute façon, hyperactivation basale de différents facteurs de stress, et ce truc, déficit dans les processus sociaux et de régulation émotionnelle. Mais en même temps, on retrouve aussi des choses plus intéressantes comme ça. Alors c'est très compliqué, mais en vrai, c'est pas si compliqué. Tout part d'un stimulus extérieur, potentiellement aversif. Ok ? Premier filtre, qui est lié, donc c'est toutes ces zones-là. De toute façon, c'est toujours les mêmes, hein, c'est le préfrontal et puis le limbique un peu, quoi. Mais est-ce que c'est relié à moi ? Par exemple,
Euh, Quelqu'un qui souffre, c'est pas relié à moi. Sauf si c'est moi qui l'ai fait souffrir. Mais si quelqu'un qui pleure pour autre chose, c'est pas relié à moi. Donc on voit une diminution, une down-regulation du système autonome et de certains marqueurs en neuroendocrine. Genre, je m'en fous, manque d'empathie. Ok. À l'inverse, c'est relié à moi? Oui. Est-ce que c'est pertinent vis-à-vis de ma valeur? Un bruit est relié à moi parce qu'il est à côté de mon oreille. En même temps, c'est pas pertinent pour ma valeur, donc je m'en fous. Donc là, le système autonome et tous ces marqueurs neuroendocrines qui sont listés dans le papier restent stables. Et si c'est lié à moi, par exemple, de l'exclusion sociale, je m'active à balle avec tous les marqueurs de stress et le système sympathique qui s'active, etc. D'accord? Donc le message, c'est, le papier est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça c'est vraiment le gros résumé. Mais le message, c'est qu'il y a vraiment des bases neurobiologiques à la problématique narcissique. Ce qui m'amène à vous parler d'un point, et après, là, on va tout de suite parler, on va parler de la dimension narcissique, maintenant on va parler du trouble de personnalité narcissique, à un point qu'on oublie complètement, et pourtant c'est si important, devinez l'héritabilité du trouble de personnalité narcissique, c'est-à-dire la dimension imputable au gène. Qui a une idée? 30%. Sachant que la bipolarité c'est 80, c'est le plus héritable, et le borderline c'est 55. Dépression c'est un peu moins, schizophrénie c'est un peu plus que 55. 30%, à ma droite qui dit mieux. 71%. Ça veut dire que 71% de la maladie est imputable à ce qui est hérité sur le plan génétique notamment. Et donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la famille, il y a des problèmes de régulation émotionnelle, et qu'en fait, on ne naît pas neutre. D'accord? Par comparaison, l'obsessionnel compulsif, le trouble de personnalité obsessionnel compulsif, c'est 27%, je crois. Donc c'est que dalle. On l'acquiert beaucoup plus, le trouble de personnalité obsessionnel compulsif, qu'on acquiert le trouble de personnalité narcissique. D'accord? Donc si on l'hérite, même si c'est toujours la question, est-ce que c'est de l'héritabilité génétique ou de l'héritabilité aussi du milieu? Bon, il faut aller lire les papiers, c'est les études de jumeaux, vrais jumeaux, faux jumeaux et tout, c'est quand même un délire, mais globalement, il y a quand même une part génétique, il y a quand même une part tangible tôt. Un peu comme les borderline. Hein. Borderline, il naît, il est quand même très émotionnel. Bah, le narcissique, il naît, il est aussi très émotionnel. Il a cette sensibilité un peu à fragilité de l'estime de soi, on va dire. Mais surtout, souvent, ils héritent de parents qui sont quand même assez carabinés. Ok. Pas forcément. Ça peut être un environnement aussi pathologique. Harcèlement scolaire, etc. Mais bon, ça peut être, c'est souvent les parents. Mais bon. T'es pourri, ma fille. Je reprends la patiente de tout à l'heure. Ok. Et donc ça va nous permettre de parler du trouble de personnalité narcissique. Et peut-être qu'on parlera, si vous voulez, de la perversion narcissique, au sens où comment on pourrait le comprendre avec tout ça. On le fera après. Alors, ça c'est le TPN dans le DSM-5, les 9 critères, dont on a déjà parlé, dont on a dit à quel point ils étaient mauvais. Et ça c'est nos critères DSM-5 section 3, dont on a dit qu'ils étaient bien. Moi, que personnellement, j'utilise pour mes diagnostics cliniques. Et qu'on présente aux patients d'ailleurs. Hein. On le voit avec les patients, on le revoit avec les patients. Mais bon, certes, le diagnostic classique, on va dire, du DSM-5 est pas top, mais il nous a permis de faire de la recherche quand même en population générale. Ça a permis de montrer que la prévalence du trouble de personnalité narcissique, alors il disait 6% au début, ça a été revu. C'est marrant parce qu'il y a un papier qui, en 2009, dit 6%, ou 2008, c'est Stinson, 6%. 2 ans après, il y a un autre papier, c'est Troul, il dit « Non mais les gars, calmez-vous, en fait, si on ajuste sur le retentissement psychosocial, c'est 1%. » Donc c'est pour ça que le chiffre que vous entendez tout le temps, c'est entre 1 et 6%. Okay, c'est plutôt 1% que 6%. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui cochent les cases, mais qui n'en souffrent pas. A priori, en tout cas. C'est bien sûr augmenter un risque de comorbidité important. Assez évident, trouble anxieux, trouble de l'humeur, trouble d'usage. Alors, persistance et alors résistance au traitement. Il y a un énorme papier qui a été publié, je crois que c'est dans Lancet Psy l'année dernière, qui montre que c'est un facteur massif de résistance à la thérapie TCC de la dépression. Donc, encore, c'est pas un fantasme. C'est réel et des preuves scientifiques de la validité et de l'importance de considérer la pathologie narcissique, il y en a énormément. Énormément. J'en sais citer qu'une là.
Mais bon, Lancet Psy, c'est quand même stylé. Bien sûr, risque accru de suicide. J'avais un collègue à Genève qui me disait, pour moi, il y a deux types de patients qui meurent par suicide. C'est les mélancoliques, bien sûr, vieux surtout, et les narcissiques qui s'effondrent. À Genève, il me disait ça parce que je leur disais, mais vous avez déjà eu des patients morts? Eux, ils font que du borderline et du TDAH aussi, mais ils ont genre les pires patients borderline de Genève. Enfin, c'est un délire, c'est sérieux, quoi. Et ils ont dit, Miguel qui me disait, sur 6 ans que j'étais là, il n'y a eu que 3 patients qui sont morts par suicide et 3, ils avaient une comorbidité narcissique. Vous imaginez, on parle de 80 patients par an et c'est que des borderline sévérissimes. Hein. Bon, après, c'est le meilleur centre de thérapie francophone aussi, donc normalement, c'est cela, mais vous voyez, c'est quand même significatif. Finalement, ils meurent par suicide narcissique. Puis ils ont des problèmes, alors bien sûr juridiques, professionnels, sociaux, relationnels, conjugaux. C'est une catastrophe pour eux et c'est une catastrophe pour leurs proches aussi. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Je sais que quand je suis à votre place, j'aime bien qu'on me raconte des anecdotes. J'ai un patient qui fait à manger, c'est un patient qui cuisine très bien a priori, et qui fait à manger pour sa femme et ses enfants. C'est le même patient que celui de la feuille, là, dont je parlais tout à l'heure. Et il fait à manger, et puis il dit c'est bon. Ils font ouais, c'est bon. Ça l'a effondré pour la soirée. Non, c'est excellent. Ou t'es ingrate. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, t'es ingrate. C'est fort. Mais du coup, ça crée des problèmes conjugaux. Ça, c'est dans les meilleurs cas. Dans les pires cas, c'est plus brossant quand même. Mais il y a beaucoup du coup de conséquences sur les proches. Bien entendu, une importante diminution de la qualité de vie et un taux de rémission spontanée qui est quand même faible et lent. D'accord? Donc, c'est un problème de santé publique, mais bon, vous êtes convaincus si vous êtes dans ce cycle de conférences, comme tous les troubles de personnalité, et je trouve ça très très bien, vous avez beaucoup de chance d'avoir ce cycle de conférences, parce que ça nous rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de maladies en médecine qui touchent autant de gens, qui sont autant impactantes et qui ne sont pas considérées. Borderline, j'en parle même pas, mais c'est vrai pour le narcissique aussi. Vous savez ce que c'est le trouble de personnalité le plus fréquent en population générale? L'obsessionnel. Et c'est le trouble qui est associé, par rapport à Borderline, je crois que c'est équivalent, peut-être un peu moins, à vérifier ce que je dis là, mais le trouble de personnalité obsessionnelle, tout le monde s'en fout, mais pourtant c'est associé à un retentissement majeur, même sur un plan économique. Et tout le monde s'en fout. 2 à 8% de la population générale, tout le monde s'en fout. Narcissique, pareil. Borderline, j'en parle même pas. Vous voyez? Donc, vous avez beaucoup de chance d'avoir toutes ces conférences. Voilà. Donc ça, c'est le trouble de personnalité narcissique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est à peu près dans les temps. On a dit quoi? On a dit, le narcissisme, c'est la dépendance ou non, enfin, c'est l'indépendance relative, en tout cas, à la valorisation et l'admiration de l'environnement social pour réguler son estime de soi. Et même son sentiment d'être valable, d'être aimable. C'est normal, ça confirme l'ingéniosité, c'est associé à un développement identitaire sain, c'est-à-dire qui arrive à intégrer les représentations de soi positives et les représentations de soi négatives. Les représentations d'autrui et d'objets soit positives et les représentations d'objets négatives, etc. Bon. Qui se fait dans un contexte familial où on a suffisamment de sécurité affective. On est suffisamment aimé et surtout accepté dans sa difficulté, dans sa médiocrité, etc. J'ai oublié de mentionner aussi que dans les moments où cet environnement ne permet pas ça, j'ai parlé beaucoup des environnements très critiques, très puniissants, très humiliants, mais on peut aussi parler, même si c'est plus rare, des environnements beaucoup trop valorisants. Parce qu'un environnement qui me dit que je suis un génie ne me permet pas d'apprendre que j'ai des défauts. Vous voyez? Et imaginez maintenant, je prends un exemple cliché, je ne veux pas genrer le truc, mais une mère qui dit que son enfant est génial et un père qui lui dit que c'est une merde. Voilà, c'est génial, parce que là, pour le coup, on se retrouve plus dans rien. Il y en a un qui me dit que je suis génial, il y en a un qui me dit que je suis nul. Je ne peux pas intégrer cette réalité-là. Que je suis et génial et nul. Oui. Ou plutôt ni génial ni nul, je suis entre les deux. Quoi. Okay, et donc, on développe, quand on a grandi dans ce type d'environnement, une dysrégulation de l'estime de soi, avec une estime de soi qui est trop haute, qui ne prend en compte que mes qualités, qui s'effondre quand on me renvoie une partie de moi négative, et donc qui nécessite un besoin de se défendre, soit en s'isolant, se cachant derrière la dépression, derrière l'anxiété, etc., soit en s'auto-congratulant et en se défendant par l'agressivité, par l'exhibitionnisme, pour se réguler. Et on arrive, quand ça touche
profondément à l'identité, à mes relations interpersonnelles et à ma capacité à agir sur ma vie, ça devient entre deux personnalités. Ok? Vous êtes avec moi encore? Très bien. Eh bien, parlons de la pratique maintenant. Pratique clinique, alors. C'est fini pour les trucs compliqués. L'idée, c'est maintenant de vous dire en pratique dans la vraie vie comment ça se passe. Dans la vraie vie, comment ça se passe, lisez cet article. Cet article, c'est Igor Weinberg et Elsa Ronigstam, qui sont deux pontes du narcissisme, qui ont fait des recommandations cliniques, on va dire des guidelines cliniques. Alors, c'est très inspiré de la psychodynamique quand même, mais que je trouve absolument brillantissime pour travailler la question du narcissisme en population clinique et d'essayer de le traiter. Et je l'ai traduit en français si vous voulez. Pas le droit de vous le filer normalement. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est ces patients-là, ils viennent pourquoi? Pourquoi ils viennent nous consulter? Eh bien, la réponse, je vais vous la donner juste après avoir vu. Ils viennent plutôt en phase vulnérable. Pincus le dit très bien. Les patients qui viennent nous voir, ils sont majoritairement dans des états vulnérables. Ils sont rarement dans des états grandioses, en tout cas quand ils sont volontaires. Moi, j'en vois pas mal, des grandioses, parce que je suis en addicto. Et qu'il y a des gens, c'est soit ça, soit ils perdent leur permis, soit machin, etc. Donc ils viennent. Mais globalement, ils sont plutôt dans des états vulnérables. Ce qui veut dire qu'ils vont déjà pas être adressés pour une problématique narcissique. Ça m'est déjà arrivé, mais c'était des amis qui les avaient adressés. Et souvent, ça se passait pas très bien. Mais souvent, ils viennent plutôt avec ces tableaux un peu de dépression fluctuante, chronique, des affects très colère, honte, peu de symptômes vénéro-végétatifs, une autocritique un peu fake, qui résonne pas, qui, si elle est présente, sert vachement à maintenir le contrôle et l'effondrement de l'estime de soi par de la valorisation extérieure. Parce qu'en fait, concrètement, jamais on va dire à un patient qui nous dit « je suis une énorme bouse », on va pas lui dire « ouais, c'est vrai », même si on le pense. Enfin, on ne pense jamais, mais bien entendu. Donc, peu de symptômes neurovégétatifs, parce que finalement, ces tableaux de symptômes dépressifs chroniques, c'est pas des dépressions maladives. Et symptômes dépressifs dans le cadre du trouble de personnalité. Ce que je dis souvent aux patients, ils me disent « mais j'ai pas un des troubles dépressifs résistants ?» Je leur dis « pour moi, non. Vous avez une symptomatologie dépressive chronique dans le cadre d'un trouble de personnalité. » Je reprends souvent cet exemple. Vous pouvez avoir comme maladie des pneumonies à répétition, et vous pouvez traiter toutes vos pneumonies, mais à la fin, ça revient à chaque fois, parce qu'en fait, finalement, ce que vous aviez, c'était un cancer du poumon. Si vous ne traitez pas le cancer du poumon, ça va revenir. Et le vrai problème de fond, certes, vous faites des pneumonies, qui serait la dépression, dans mon exemple, mais si vous ne traitez pas le cancer de fond, le trouble de personnalité, alors ça ne marchera pas. Il arrive souvent plutôt à raisonner avec ça. Parfois comportement parasuicidaire, mais voilà. Donc souvent on a ce tableau de dépression un peu fluctuante. Tableau de bipolarité aussi. Surtout quand on sait la comorbidité qu'il y a entre le trouble de personnalité narcissique et la bipolarité. Tableau de TDAH aussi, mais ça on va en reparler juste après. Mais ça va être aussi sur des tableaux d'anxiété sociale, trouble de personnalité évitant. J'arrive pas à fonctionner avec les gens. Ça m'angoisse beaucoup d'être en soirée, ça m'angoisse beaucoup d'être en société. Par exemple, j'ai un patient qui m'avait dit moi, quand je vais en soirée, ça m'angoisse trop, du coup, j'y vais plus. Et en fait, quand on avait creusé, c'était que quand il allait en soirée, il parlait pas aux gens. Du coup, les gens venaient pas lui parler. Et donc, lui, ça l'énervait. Et donc, il se sentait nul parce qu'il n'arrivait pas. En fait, il avait peur de rentrer en interaction et d'être gêné. Mais donc, du coup, après, il détestait les gens. Il disait, mais de toute façon, les gens, ils pensent qu'à leur gueule. Ils sont juste avec leur groupe de potes. Ils en ont rien à foutre de moi, etc., etc. Donc, je veux plus traîner avec ces gens. Vous voyez ? Notre patient qui passait sa thèse et on lui dit, il avait mis hyper longtemps à la rendre, thèse de 4 ans, enfin une espèce de truc compliqué. Et quand on lui pose la question, on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fait, j'ai pas été assez encadré. Oui. Pas que je me suis pas organisé en 4 ans, non, j'ai pas été assez encadré. Mais c'était pas vrai avant, mais quand il s'est effondré et qu'il a pas pu le faire, là, ça devenait vrai, quoi. Donc, anxiété sociale, je parle de lui parce que c'était le même. Anxiété sociale, trouble de personnalité évident. Bien entendu, et ça j'aimerais vraiment insister là-dessus, dysrégulation émotionnelle. Surtout que les patients narcissiques, ils ont un trouble de personnalité. Donc ils ont des problématiques interpersonnelles. Donc s'ils ont des problématiques interpersonnelles et qu'ils ont de la dysrégulation émotionnelle, on pense à quoi?
il se scarifie, il fait des TS, il boit, et il distribue la balle. Et en plus, il a des relations pathologiques. C'est un très très... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Bah, c'est un très très beau tableau de troubles de personnalité borderline. Et c'est comme ça que souvent les gens qui font du borderline s'intéressent aux troubles de personnalité narcissique. Alors moi, je suis arrivé à Genève pour faire du trouble de personnalité borderline. Et je suis arrivé, j'ai vu des gens, et je me souviens de Miguel Duarte qui me dit, franchement, un tiers de nos patients borderline et TDAH, en fait, qui viennent pour une dysrégulation émotionnelle, en fait, ils souffrent d'une problématique narcissique. Franchement, c'est hallucinant. Et le problème, c'est que ça crée des vraies résistances thérapeutiques. Les patients qui résistent au traitement, très souvent, c'est pas que des patients qui sont que borderline. Ils peuvent borderline, d'ailleurs, avoir une comorbidité narcissique ou juste avoir un trouble de personnalité narcissique et une dysrégulation émotionnelle. D'accord? Et donc, je vous encourage vraiment, si vous commencez à travailler sur le borderline ou que vous vous spécialisez dans le borderline, à considérer au moins le narcissisme, parce que vous y serez confronté très très rapidement. Vous les verrez arriver, ces gens. Ils vous disent j'ai été invalidé toute ma vie. Et là, vous faites ok. Quand c'est dit comme ça semble. Ça va? Par des managers toxiques. Mes parents, ils étaient toxiques. Mes amis, ils étaient toxiques. Mon copain, il était toxique. Ça me semble un peu bizarre si tout le monde est toxique quand même. Vous voyez? De la même manière que si vous faites du borderline, vous serez confronté à la question du trauma complexe, qui se posera forcément aussi, etc. Mais celle du narcissisme, à mon sens, est sous-estimée. C'est clair ou pas? Si ça vous intéresse, on a fait un modèle avec les collègues de Genève, justement, et les collègues de Strasbourg, un modèle un peu transdiagnostique. Je l'ai... Il est là. Tout en bas à gauche, un modèle transdiagnostique processuel de la dysrégulation émotionnelle qui permet un peu d'aider à différencier les tableaux de borderline pur, de tableaux comorbides ou de tableaux juste de pathologies autres, et notamment de narcissisme dedans. Okay. Donc je reviens. Je reviens à mon motif de consultation. Dernier motif de consultation, alors il y en a plein d'autres, hein. Dernier motif de consultation caché, on va dire, je trouve c'est le TDAH. Parce qu'on a fait une étude, 10% à peu près, voire certains retrouvent jusqu'à 25% de comorbidité avec le trouble de personnalité narcissique, le TDAH. Ce qui fait sens, d'ailleurs, quand on regarde l'histoire développementale, puisqu'un gamin TDAH, soit il est extrêmement performant, soit il arrive à rien. Donc il tutoie qui peut être parfait, mais en même temps, il n'y arrive pas. Cette phrase qu'un patient, sa mère lui disait tout le temps, son prénom, t'as des capacités, mais t'es un branleur. C'est ça qu'on lui disait tout le temps. Lui, il a retenu, j'ai des capacités où je suis un branleur, globalement. Oui. Donc en fait, on retrouve une comorbidité très intéressante. Chez l'enfant aussi, il y a un truc qui s'appelle le PIB, Positive Illusory Bias, biais d'illusion positive, qui est le narcissisme de l'enfant. En gros, c'est la surestimation de ses propres capacités d'un enfant. Et on sait que chez l'enfant TDAH, c'est plus présent que chez l'enfant sain, notamment chez l'enfant TDAH, avec une tendance à l'externalisation. Et d'ailleurs, on retrouve ça que sur l'hyperactivité, l'association avec le narcissisme adulte. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la critique, là où elle fait remettre à niveau l'estime de soi du gamin qui est normal, celui qui a un PIB très élevé, mais il reste très élevé, ça augmente encore plus. Et donc il y a un peu ce phénomène où on retrouve une forme de narcissisme, pas vraiment vrai, mais une forme de narcissisme de l'enfant chez les enfants TDAH hyperactifs, très externalisants, et on retrouve ça aussi chez l'adultes. Est-ce qu'il y a une continuité? On n'en sait rien, mais en tout cas, on voit qu'il y a des données très intéressantes du lien entre TDAH et troubles de personnalité narcissique. On s'est fait la réflexion sur le borderline, et aujourd'hui on sait, idem pour le narcissisme. Et ceux qui ont déjà travaillé dans des consultations TDAH pures et qui font que ça, vous le savez, on se sait, parce que c'est très fréquent. Surtout quand c'est TDAH résistant. Ok? Donc il arrive. Ils ont une problématique parmi celles-ci. Et à quoi on va le voir? Si on fait le statut psychiatrique, à quoi on va le voir? Déjà, ils ont une présentation qui va être très différente en fonction de leur état. S'ils sont vulnérables, ils ne vont pas se présenter de la même manière que s'ils sont grandioses. C'est assez logique. S'ils sont effondrés, ils ne vont pas être comme s'ils se autocongratulant. Mais on va avoir souvent, déjà dans le contact, une dimension agressive. Soit elle est évidente, comme une disqualification des soins, de l'arrogance. Moi, j'ai une patiente qui rentre dans mon bureau et la première phrase qu'elle me dit, la première, c'est « Sachez-le, le dernier psychiatre que j'ai vu, j'ai porté plainte contre lui. » Là, c'était clair.
Et c'était une histoire horrible en plus. Elle avait vraiment, pour le coup, c'était pas. Voilà, mais vous voyez, ça, c'est une dimension agressive directe, d'entrée de jeu, quoi. Elle avait vraiment été maltraitée par son psychiatre. Mais bon. Et, ou passive, celle que je vous donnais tout à l'heure, ChatGPT, c'en est une. C'est des gens à qui vous parlez, vous sortez, vous vous sentez hyper naze. Pourtant, vous n'avez rien fait de différent d'habitude, mais là, vous vous sentez hyper naze. Oui. Ça, c'est pas anodin. Bref. Donc, il y a des enjeux agressifs juste dans le contact. Ok. Je prends juste un exemple. Il y a une patiente à Genève, de mon collègue du coup de Dorté toujours, qui rentre dans son bureau. Donc elle dit rien. Premier entretien, évaluation, diagnostic. Elle rentre. Elle fait. Il y a une plante qui est en train de faner. Elle dit qu'est-ce qu'on peut penser d'un psychiatre qui laisse faner sa plante? Première phrase. Vous voyez Cette même patiente s'assoit. Je lui dis vous faites de la recherche? Et lui, oh, oui, je fais plein de recherches et tout. Et après, il me dit, qu'est-ce que je lui ai dit ça? En fait, j'en ai rien à foutre. Mais c'était dans une espèce de truc où il se sentait absolument obligé de se justifier, de dire, non, mais si, je suis très fort, hein, je suis très, très, très fort. Oui. Ça, c'est de l'agressivité passive. Ensuite, très souvent, également toujours dans le contenu du discours, on va retrouver un peu une supériorité des droits, une dimension de supériorité des droits. Un discours qui va souvent être centré sur le patient, soit une tendance à l'autocongratulation ouverte, ce qui est rare mais qui arrive, soit une tendance à la victimisation, à l'autocritique, voire à la pseudo-intellectualisation. Quand c'est de la victimisation, très concrètement, c'est des patients, vous les voyez, vous sortez de l'entretien, vous dites, c'est la victime totale, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait de lui-même. Okay. L'autocritique, c'est des patients qui tournent autour de ça. L'intellectualisation, ça peut être plus compliqué à détecter, parce qu'en tant que psy, s'il y a un truc qu'on adore, c'est les patients qui mentalisent. Ça nous régale. Ah ouais, mais je pense que parce qu'en fait, c'était à cause de machin, de trucs. On est, c'est trop vrai, il est trop fort, mais en fait, en vérité, c'est bullshit, et en fait, on est complètement à côté de la plaque. C'est pour ça que dans le trouble de personnalité narcissique, il y a ce truc qu'ils appellent le traitement non traitant. C'est-à-dire que des patients que vous pouvez traiter pendant des années pour des maladies qu'ils n'ont pas, et devenir des experts de cette maladie, mais simplement, ils vont toujours aussi mal. Vous voyez, je me souviens d'une patiente traitée pour un trouble dépressif résistant, qui connaissait toutes les recommandations de l'OMS et qui avait fait tous les traitements médicamenteux antidépresseurs, qui est toujours aussi dépressive. La surintellectualisation, c'est la question, pour ceux qui sont en visio, c'est est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est l'intellectualisation? L'intellectualisation, si on peut le formuler autrement, ça serait le mode semblant pour la mentalisation, pour ceux qui connaissent, la pseudo-mentalisation. C'est-à-dire que globalement, je ressens des affects, mais je les mets de côté et je réfléchis comme si mes affects c'était autre chose, ou par exemple, je me sens honteux et je dis, mais peut-être qu'en fait, je suis triste parce que mes parents, ils m'ont abandonné quand j'étais enfant, et en fait, dans le ventre de mon frère, il y avait mon frère, il est mort. Vous voyez, espèce de truc où on invente des réponses qui ne sont absolument pas relevantes avec la situation qui est je me suis fait humilier ou je me sens honteux. Vous voyez, on donne des pseudo-explications très très satisfaisantes pour le thérapeute, mais en fait, ça, on tourne en rond. Oui. Ok. Donc, je reviens sur ma question. Donc, ça, c'est pour le discours. Juste sur la question de la dimension de supériorité des droits. Soit c'est évident. Un patient a des psy qui était rentré qui avait dit vous devez me voir en consultation, dans le bureau de ma collègue. Elle lui dit bah non, je suis en consultation. Comment ça, vous pouvez pas me voir en consultation? Oui, ça va être ça. Ou de manière plus cachée. J'aurais pensé qu'en tant que psychiatre, vous serez un peu plus disponible sur une souffrance, mais a priori, c'est pas le cas. Oui. On retrouve la dimension agressive et la supériorité des droits. Ok. Sur le plan relationnel, très souvent, on a soit des conflits extrêmement répétés, soit des évitements des situations sociales. Une relation à l'autre qui est très conditionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont être en relation avec les gens seulement si ils peuvent en tirer une source de validation de l'estime de soi. Mais ils ne le mentalisent pas. C'est pour ça qu'on parle de processus inconscient quand on parle de grandiosité. Ils ne le mentalisent pas comme ça. Si vous leur demandez, ils vont vous dire non. Puis 6 mois après, ils vont vous dire oui. Pas tout le temps. Mais surtout, ces relations interpersonnelles, elles sont source d'une profonde souffrance. Et là, j'en profite. Parce que, forcément, quand on parle de narcissisme, on parle de tableau. Voilà, c'est surtout les exemples qu'on donne en formation, c'est des exemples assez caricaturaux. Mais je veux vraiment que vous vous disiez un truc. C'est des niveaux de souffrance qu'on imagine peu. Vraiment. Je me souviens d'une... je me souviens de cette patiente qui s'était ouverte à son copain
Et son copain avait réagi de manière... Bon, son copain est un peu particulier aussi, mais de manière assez neutre. En fait, qu'elle se soit réagie, elle a passé 3 jours effondrée en mode je me suis fait humilier. Mais pas humilier en mode ah, fait chier. Non. Elle pleurait en continu, elle était effondrée. C'était une... Elle était ridicule, elle était misérable. C'était ça ce qu'elle pensait. Sur une phrase. Et c'est d'une violence sans nom. Et surtout, c'est constamment. Tout. Et plus ils n'arrivent pas à avancer dans la vie, plus ça leur fait. Et plus ils doivent se défendre. Donc, c'est vraiment là ce que je veux. On ne veut pas avoir cette vie-là. Et quand ils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement irritants, il faut toujours se rappeler les axiomes de Marshall Linehan, hein, vous les connaissez. Les patients font du mieux qu'ils peuvent et leur vie est insupportable. Et leur vie est insupportable. Réellement. Je me permets de le préciser, parce que parfois ils nous le font un peu oublier eux-mêmes. Okay. Parce que qui voudrait d'une vie dans un appart à moitié incurique, à fumer des joints toute la journée, à s'embrouiller avec tout le monde, que tous ses potes disent qu'il est trop chiant, que lui-même dise de toute façon je suis hyper chiant, se faire quitter par sa copine et être là et se dire mais en fait je passe à côté de ma vie, je suis une merde, et en même temps s'embrouiller avec tout le monde dès qu'il y a un débat parce qu'il veut absolument dominer en débat, etc. Moi je veux pas de cette vie-là. J'ai eu la chance de ne pas avoir son père qui lui a eu. Donc, la relation à l'autre est conditionnelle. Bien entendu, les relations proches, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont souvent trop menaçantes, étant donné la vulnérabilité qu'elles nécessitent de montrer pour être développées. Personne n'a envie d'être ami avec quelqu'un qui présente un masque. Ça marche un temps, puis après ça ne marche plus. Et le vécu d'autrui, souvent dans le discours, il peut considérer, peut aborder. Quand ils vont vous parler de un conflit avec quelqu'un, ils vont vous parler de pourquoi en fait cette personne a été injuste, comment eux ils se sont sentis. Quand vous lui demandez mais comment il s'est senti, bah, il s'est justifié en disant que. C'est ça qu'ils vont vous répondre. Non mais comment il s'est senti. Ah, mais ils se justifient tout le temps de la même manière. Vraiment, ça tourne en boucle. Ils ont beaucoup de mal à mentaliser ce que l'autre vit. Et quand ils le vivent, ils font oh, je pense que ça allait, alors que la personne était effondrée. Parce qu'ils ont beaucoup de mal à estimer correctement l'effet qu'ils ont sur les autres. Non, c'est bon. Ensuite, sur le plan identitaire, très souvent aussi, c'est des patients qui ont un sentiment de vide et d'incomplétude. Alors là, on voit comment on peut trouver un borderline, mais je trouve ce qui est particulièrement vrai avec les patients narcissiques, c'est que même quand leur idéal grandiose est comblé, un peu comme les patients borderline, d'un côté, vous me direz, quand leur idéal relationnel est comblé, ben, il y a un peu ce sentiment de déconnexion, de détresse existentielle. Et je n'ai pas de lien humain réel. Je ne me montre jamais réellement. Je n'ai pas de connexion humaine concrète, donc déjà, ça va être compliqué d'avoir un sens à sa vie. Mais au-delà de ça, je ne connais pas mes vraies qualités. Je ne connais pas mes vrais défauts. Je ne suis jamais vraiment en lien avec le monde. Je suis toujours en quête permanente de validation. D'accord ? Et vous avez plein de gens qui fonctionnent très bien pendant des années. Dès que vous allez dans des milieux où vous donnez, où vous êtes en public, vous faites de la politique, vous êtes professeur d'université, non, je déconne, mais vous êtes dans ces milieux-là, vous êtes extrêmement valorisé tout le temps. Et le jour où vous êtes à la retraite, bah, ça s'effondre. Vous voyez ? Et c'est vraiment ce truc de croyance fondamentale que, dans le fond, si ils ne sont plus au top, alors ils ne valent rien. Ils ne sont pas aimables. C'est ça que les patients ils nous disent. Ils disent, mais je me souviens d'une personne qui me dit, je ne suis pas là, je reprends ces termes, je ne suis pas la merde sur laquelle on marche. On ne marche même pas sur moi. C'est ce niveau-là d'image de soi. Je me disais, mais je me dis bien que je ne suis pas si moche, mais je me trouve immonde. Vous voyez ? C'est ce niveau de détestation de soi qu'on retrouve, à mon sens, le seul endroit où on le retrouve autant, voire plus fort, c'est dans les traumas complexes, mais c'est tout. À part là, on ne retrouve jamais un tel niveau d'effondrement d'estime de soi. Mais ils ne vous le disent pas, sauf s'ils ont confiance. Ils vous disent, ça ne me fait rien. Après, vous avez fait une tentative de suicide, ce qui m'a saoulé. Bon, c'est une espèce de truc où on passe, ça c'est de la pseudo-mentalisation par exemple. Et sur le plan émotionnel, comme j'ai déjà dit, colère, honte, envie. Ok ? Ça fait sens ? Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, après il y a la pause. Donc, vous avez ce tableau-là typique, on va prendre un exemple après. Vous voulez faire un diagnostic. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques outils. La mauvaise, c'est qu'il n'y en a aucun qui évalue avec les bons critères. Et troisièmement, dans la CIM-11, le narcissisme a disparu, et probablement qu'il va disparaître de plus en plus. Pourtant, c'est un vrai construit clinique, comme on l'a vu là. Disons qu'il va disparaître comme diagnostic de trouble de personnalité. Mais comme dimension, il va persister parce qu'il y a trop de bases scientifiques pour que ça disparaisse. Donc vous avez la SCID,
Bon, ça évalue le TPN au sens des critères section 2, donc les 9 critères très grandioses, mais pourquoi pas. Moi, je vous conseille d'utiliser les critères AMPD. Vous avez la LPFS, la Level of Personality Functioning Scale, dans sa version brève, qui fait 12 items et qui évalue le critère A des troubles de personnalité, pas spécifiquement du narcissisme, mais ça vous donne une idée du niveau de dysfonctionnement de la personnalité. La PID 5, dans sa forme brève, 25 items, pour évaluer les traits de personnalité, même si ce n'est pas très utile, je trouve. Et vous rajoutez à ça les critères AMPD que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, déjà, si vous faites tout ça, vous avez déjà un bon aperçu de à quel point ce patient a un trouble de personnalité et si oui, à quel point c'est une problématique narcissique. Maintenant, vous avez des échelles spécifiques à la base pour la recherche pour évaluer le trouble de personnalité, enfin, la dimension narcissique de la personnalité. Vous avez le PNI, Pathological Narcissism Inventory, qui est top, qui évalue le grandiosité et vulnérabilité. Vous avez le FFNI, Five Factor Narcissism Inventory, qui lui évalue vulnérable, grandiose, antagonisme et un dernier truc. L'HSNS ou la MCNS, qui sont des échelles de narcissisme vulnérable pur. Et le NPI, qui est l'échelle historique, 1975 le NPI, hein, qui est l'échelle historique qui évalue la dimension narcissique de la personnalité, qui évalue que la grandiosité. Et en plus, pas très bien. Les dernières données montrent que finalement, le NPI, ça serait plus une manière d'évaluer une estime de soi haute fonctionnelle que le narcissisme. Voilà. Mais vous avez un peu toutes ces échelles. Franchement, moi, ce que j'utilise, donc je vous ai dit, c'est le critère MPD, le LPFS et le PNI. Moi, c'est ça que j'utilise personnellement. Et déjà, avec ça, on a un bon avis sur ce qui se passe. Puis la SKID 2, parce que j'ai une assistante de recherche clinique très très gentille qui l'a fait passer, ce qui aide. Mais si c'était moi, je ne le ferais pas. Ok? Ça va? Eh bien, on annonce maintenant. Votre patient il est venu avec une dépression résistante, vous avez diagnostiqué un trouble de personnalité narcissique, et là, vous devez l'annoncer. Vous vous sentez à l'aise de le faire? Non, bah non. Monsieur, vous êtes un enfoiré, parce que c'est un peu ça qu'on a l'impression de dire quand même. Hein. Pourtant, c'est pas vrai, mais c'est comme ça qu'on se sent. Donc, la question à 1000 €, est-ce que le mot doit être prononcé? Doit-on employer le word, mais de notre psychiatrie, le narcissisme? Eh bien, il y a des experts qui préconisent de ne pas le nommer forcément. Je comprends. Alors, genre, je peux critiquer ces experts, non, mais en vrai, je peux comprendre cette idée parce qu'il y a une stigmatisation inhérente au trouble, il y a une vision biaisée que nos patients peuvent avoir. On a peur de nuire aux patients, peur de nuire à sa prise en charge derrière, et toutes ces raisons, en vrai, je peux les comprendre. Mais vous savez ce que ça rappelle, ça? Bah, ça rappelle 2004, un article sur le borderline où on disait que poser le diagnostic de borderline, ça stigmatisait. Ça créait... les patients allaient mal le prendre, que ça allait nuire à leur prise en charge, etc. Donc est-ce que finalement, en ne prononçant pas le terme, que de toute façon ils savent quand ils le sont souvent, on ne contribue pas à stigmatiser encore plus le trouble? Bah, moi je pense que si. Sincèrement, je pense que si. Même si je comprends qu'on ne veuille pas le poser. Hein. Et deuxièmement, je rajouterai un autre truc, c'est que le mot narcissisme porte en lui l'idée de grandiosité. Dysrégulation de l'estime de soi, aussi, alors j'adore ce terme, mais en lui-même ne porte pas la notion de grandiosité. Il ne porte pas cette idée que parfois mon estime de moi elle est élevée. D'ailleurs, quand vous commencez à leur parler de narcissisme, ils vous disent « Ouais, mais moi je suis tout le temps en bas ». Ça prend un peu plus de temps pour qu'ils se rendent compte que parfois ils sont en haut. Mais, vous voyez, quand je dis à quelqu'un vous êtes narcissique, au sens de la personne, vous avez un narcissisme pathologique élevé, il entend qu'il y a l'en bas mais et le en haut. Si je dis vous avez des problèmes d'estime de soi, il n'entend que le en bas. Sauf que si on veut qu'il travaille, il faut bien sûr qu'il travaille sur le en bas, et qu'il travaille sur le en haut aussi. Sinon, on loupe une partie significative. Ok? Donc, à mon sens, le mot doit être prononcé. Par contre, bien entendu, on ne peut pas le lâcher comme ça, comme une bombe. Et, on le verra, il ne faut surtout pas le lâcher dans une contre-attitude, dans un enjeu contre-transférentiel. Mais on va le voir. Moi, je trouve que ce qui marche le mieux, c'est de parler de la différence entre la vision commune qu'un mot peut avoir, le narcissisme, et son sens réel. Si on dit, moi je leur dis comme ça, de toute façon, si je vous dis maniaque, vous pensez à quoi? Très souvent, 95% ils vous disent, bah, c'est ceux qui aiment tout ranger, tout bien. Je dis ouais, ça c'est dans la population générale.
Dans la population clinique, ça veut dire trouble de l'humeur bipolaire. Si je vous dis schizophrène, vous pensez à quoi? Personnalité multiple. Ça, c'est ce qu'on dit dans la population générale. En même temps, en pratique, c'est idée délirante, hallucination. Vous voyez? Et si je vous dis narcissisme, vous pensez à quoi? Ça dort. Moi, je vous dis non, c'est la dysrégulation de l'estime de soi, c'est ce qu'on déteste le plus souvent. Vous voyez? Et je trouve que ça permet d'amener progressivement le truc. Et je trouve ça assez intéressant. Maintenant, quelles règles on peut respecter? Bah déjà, il faut que le patient soit OK pour recevoir un diagnostic tout court. Ça, c'est assez évident. Mais aussi, il faut, à mon sens, jamais donner ce diagnostic sans faire psychoéducation. C'est se tirer une balle dans le pied. Il ne faut jamais donner ce diagnostic de manière imposée. Et surtout, il ne faut jamais le faire parce que le patient est emmerdant. Et croyez-le ou non, mais ça arrive très souvent, comme avec les borderline. Et ça doit être vrai. On parlait avec un ami qui travaille dans un centre de dépression résistante et qui me disait, bah, je sais que mon problème, moi, c'est qu'il m'irrite trop et quand je pose le diagnostic, j'ai peut-être un peu d'agressivité quand je le fais. Même très léger, hein, mais ils le sentent, ils sont très sensibles à ça. Et là, c'est fini. Moi, on m'a adressé des patients pour un diagnostic de trouble de personnalité narcissique. À part me casser les dents et m'en prendre plein la gueule, j'ai rien fait. Hein. Parce que même le diagnostic était parfaitement justifié. Hein. En plus, très très bien. Donc, des collègues que j'estime énormément. Mais la manière dont ça avait été fait, et ce que je peux totalement comprendre, encore une fois, hein, j'aurais probablement absolument pas fait mieux qu'eux, mais c'était une attaque. Non, mais madame, vous n'avez pas de dépression. Madame, vous êtes narcissique, il faut faire de la TCC, madame. Il faut faire de la psychothérapie, madame. Vous voyez? Je ne peux pas l'accepter. Donc, quand vous voulez poser un diagnostic de narcissisme, à mon sens, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce patient est réellement narcissique ou est-ce qu'il me fait chier? Mais je n'ai pas les arguments cliniques pour dire qu'il a un trouble de personnalité narcissique. Et c'est une vraie question. C'est une vraie question. D'où le fait de revenir aux critères diagnostiques, aux échelles diagnostiques. Elles ne sont pas longues à faire passer, ça prend 2 pages, mais ça nous donne des informations très concrètes. À l'histoire de vie, à l'histoire développementale, aux problématiques d'attachement, à l'histoire familiale, pour pouvoir poser ce diagnostic. Vous voyez? Parce qu'un borderline, il peut paraître extrêmement narcissique quand il est au premier abord. Vous voyez? Mais pourtant, il ne l'est pas. Oui, un narcissique, il peut paraître extrêmement normal au premier abord. Pourtant, il ne l'est pas. Vous voyez? Donc, il faut vraiment garder ce truc-là en tête, tout le temps. Est-ce que je suis en train de le faire parce qu'il me saoule ou est-ce que je suis en train de le faire parce que j'ai les arguments cliniques pour le faire? Parce que contre-transférentiellement, c'est très, très compliqué avec ces patients-là. J'aurais pas le temps. On peut en parler d'ailleurs si vous voulez des enjeux contre-transférentiels, mais je peux comprendre qu'à Sainte-Anne, c'était pas trop l'endroit, c'était plutôt la pitié. Je crois que c'est ça qu'on peut parler de psychanalyse, mais on pourra en parler si vous voulez un peu. Et bien sûr, on ne rentre pas dans les conflits de pouvoir ou les accusations au sujet du diagnostic, ça c'est assez évident. Vous avez raison, vous êtes un peu narcissique, votre épouse a raison. Et à l'inverse, moi, la manière dont je pratique et dont je le fais, c'est de partir de l'expérience des symptômes du patient. La phrase qu'on m'a appris, c'est « Si vous ne connaissiez aucun terme en psychiatrie, comment vous décririez votre souffrance ?» J'aime bien ça. Parce que comme ça, on sort de « je suis anédonique » et des trucs comme ça. C'est « non, décrivez-moi ». Et alors bien sûr, on le guide un peu, on le fait guider un peu vers le fonctionnement interpersonnel, le fonctionnement identitaire, la régulation émotionnelle, l'empathie, capacité de mentalisation, et on essaie de le guider un peu vers ça. Ok? Vers ça qu'en gros. Vous voyez. Et à la fin, on lui dit, bah, vous voyez, c'est intéressant. Vous voyez, c'est intéressant. Pour ceux qui sont en visio, il y a des bruits de marteau. Les symptômes que vous me décrivez, cette anxiété sociale, etc., bah, moi, je les rangerais dans ce modèle que je vais vous présenter qui s'appelle la dysrégulation de l'estime de soi. Voici ce modèle, comme je vous l'ai présenté là, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ça, on appelle ça le narcissisme. C'est un peu tricky, mais finalement, ça permet que le patient accepte beaucoup plus parce qu'on parle de ses difficultés. Et on lui dit, mais en fait, c'est juste le mot qu'on met parce que c'est le mot qui est dédié à ça dans la littérature. Mais en fait, en pratique, c'est pas très important. Nous, on va parler de l'estime de soi, etc. Mais ils l'ont entendu, ils savent. C'est très perturbant ce bruit.
Donc on parle de l'expérience du patient et bien sûr aussi on pose jamais un diagnostic parce qu'on est très fort. On pose un diagnostic parce qu'on veut établir des objectifs de thérapie qui sont ciblés sur ce diagnostic. Vous voyez? Et alors pour les internes ou les jeunes médecins dans la salle, on a tous été internes, on a tous fait des diagnostics parce qu'on pensait qu'on avait plus raison que les gens qui les avaient vus avant. En vrai, c'est pas vrai. Il faut qu'on pose un diagnostic pour faire quelque chose derrière. Donc juste dire vous êtes narcissique, ciao, ça n'a pas d'intérêt. Comme vous êtes juste borderline, il y a des thérapies qui existent, elles sont hyper efficaces. Il n'y en a pas ici. Bon, ça ne va pas vraiment aider à faire les choses. Moment de autopromotion, on a écrit un bouquin, un livret de 60 pages de psychoéducation qui est disponible en français ou qu'on donne aux patients. En fait, on le donne aux patients et on leur fait lire, qui est vachement axé sur la déstigmatisation du narcissisme. Et on le reprend avec eux. On dit bah, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a parlé, etc. Bon, en fait, c'est le contenu du groupe de psychoéduc. Simplement, quand on le fait en individuel, on leur donne. Et je trouve que c'est une ressource assez utile. Il y en a plein d'autres, mais c'est la seule en français, à mon sens. En anglais, il y en a plein, mais c'est la seule en français. Et en anglais, elles sont mieux, même d'ailleurs. Mais celle en français, il n'y a que celle-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aux patients. Vous allez sur cet article-là. D'accord, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je l'ai encore éteint. Non? Voilà. Infernal. Donc vous allez sur l'article ici, là, le deuxième, où on présente notre programme. Il y a le lien pour les deux versions, version anglaise et version française du groupe et les diapos. C'est tout gratuit. Et vous avez aussi une manière de faire en individuel. Donc on décrit un verbatim, que je vais décrire juste après là d'ailleurs, un verbatim d'un entretien pour comment on peut annoncer le diagnostic à un patient. Ok ? Encore une fois, je vous filerai les diapos. Tac, 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 tac. Exemple, on parle de verbatim. Ça, c'est typiquement une manière de poser des diagnostics. En tout cas, c'est celle que j'utilise personnellement. Comme vous pouvez le voir, je parle beaucoup en consultation, mais ça serait comme ça. Un enfant, quand il naît, il a une vision binaire de la réalité. Soit tout est bon, soit tout est mauvais. Quand il grandit dans un environnement, c'est comme ça qu'on le dit aux patients, hein, dans un environnement suffisamment bon, c'est-à-dire un environnement qui l'autorise à se planter, à être nul, mais qui lui fait comprendre qu'il peut être quand même aimé, devient alors capable de nuancer, d'accepter les choses, les gens, les relations, et que comme lui, elles peuvent être à la fois bonnes et mauvaises. Le problème, c'est que lorsque l'environnement punit les défauts, comme votre mère qui vous disait tout le temps « tu es pourrie, ma fille », l'enfant ne peut pas développer cette nuance. Il reste binaire. Et pour survivre, pour être aimé, il doit être parfait, sans défaut. Parce que s'il en a un, alors il ne devient plus que ses défauts. Et ça l'empêche son bon développement, de savoir qui il est. Alors, je grandis en me disant « je ne suis pas parfait, je ne vaux rien ». Mon cerveau va créer une pseudo-identité pour répondre à cette souffrance. Ce truc va m'expliquer, le sourire grandiose, que je n'ai pas de défaut. Et ça va me protéger de l'effondrement. Toute menace issue de la réalité, toute indication que je suis potentiellement faillible va alors devenir violence parce que pourrait me faire sentir comme le pire des ratés. Du coup, mon cerveau il crée cette vision un peu idéalisée de ce que je devrais être un jour pour me protéger de l'effondrement. Est-ce que je serai un jour pour me protéger de l'effondrement que représente en vrai la réalité? Parce que toujours dans ma tête, si j'ai des défauts, personne ne pourra m'aimer. Du coup, lorsque la réalité se manifeste et conteste cette vision idéalisée, alors je m'effondre. Et pour lutter contre cet effondrement, soit j'attaque, soit je m'isole. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, on leur présente comme ça, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en vrai, j'ai eu des patients qui ont refusé le diagnostic, une seule en fait, en vérité, mais j'ai jamais eu de patient qui s'est énervé, qui s'est braqué ou quoi, quand on leur présente comme ça. Quand le diagnostic est clair, souvent ça les rassure, parce qu'ils l'avaient déjà vu qu'ils étaient narcissiques. Ils ont tapé, on leur a dit déjà, et voilà. Ok. Ça va? Eh ben, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Peut-être juste un mot sur la perversion, si ça vous intéresse. Alors, c'est une question que je me posais beaucoup. Je dis, bah ouais, mais en fait, j'en entends jamais parler. Je posais la question à quelqu'un qui connaît un peu le sujet et qui donnait cette vision que j'aimais bien. Dans l'idée de la conceptualisation TFP, donc de la conceptualisation psychodynamique
du trouble de personnalité, il y a cette dimension agressive. On l'a vu, elle est dans le contact avec le narcissique. Le narcissique, il a une dimension agressive, donc comment ça soit évidente, soit cachée. Okay. Par exemple, ChatGPT est meilleur que vous, agressivité. D'accord? Ça, c'est pas pervers. C'est le trouble de personnalité narcissique. Ok. Ça, c'est pervers. Parce que l'idée, c'est de prendre du plaisir à l'expression de l'agressivité. Je jouis de cette expression de l'agressivité. Vous voyez ? La perversion, c'est quand l'agressivité n'est plus que source de régulation, mais devient une source de satisfaction en elle-même. Okay. Vous voyez ? C'est choquer pour choquer. Vous voyez ? Perversion, c'est par exemple une patiente qui dit à un collègue qui font une consultation de 2 heures pour une évaluation diagnostique. Diagnostic, vous le devinerez assez facilement. Ferme la porte. Donc il ouvre la porte pour qu'elle sorte. Elle ferme la porte, elle dit « J'ai oublié de vous dire, en fait moi sexuellement je fais tout. C'est-à-dire que vous rencontrerez jamais une femme qui fait autant de choses que moi. J'ai oublié de vous en parler, ça me semblait important. » Ça c'est pervers aussi. Vous voyez ? Parce que c'est une manière de choquer et de prendre du plaisir au choc. De voir la comment je vais faire ? Vous voyez ? D'accord ? Donc la perversion existe, la perversion sans narcissisme existe, le narcissisme sans perversion existe, Dieu merci, et la perversion et le narcissisme peuvent coexister, mais c'est pas du tout juste un trouble de personnalité qu'une dimension perverse, quoi. C'est pas, voilà. Et ça n'a rien à voir avec la dimension perversion sexuelle. Et je trouve cette explication, même si, encore une fois, c'est un collègue qui m'a dit ça, mais je trouve ça assez pertinent parce que, et parlant. Ok ? Ça marche ? Et bon, on va pouvoir conclure, réellement cette fois. Le narcissisme pathologique, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que le narcissisme pathologique correspond à la dépendance vis-à-vis de la valorisation de l'admiration de l'environnement social pour réguler l'estime de soi. Il est l'expression d'une pseudo-identité développée pour survivre à un environnement adverse et une profonde souffrance identitaire, le soi grandiose. Il s'exprime par la dysrégulation de l'estime de soi avec la triade émotionnelle honte, haine, envie. Le diagnostic de trouble de personnalité narcissique est plus fréquent qu'on ne le pense, car le diagnostic du DSM ne prend pas en compte la dimension vulnérable. Il est associé à une très grande souffrance chez le proche, chez ses proches. Il peut être diagnostiqué à tort comme une dépression, une phobie sociale, un trouble anxieux généralisé ou un autre trouble de personnalité, notamment pendant l'année évitant. On peut poser le diagnostic, l'annoncer aux patients avec des règles de bonne pratique simples. Mais j'ai pas fini parce que je vais vous présenter un cas quand même. Madame G. Vous allez me dire après si vous connaissez Madame G. Pas personnellement, bien sûr, mais à peu près que moi. 27 ans. Madame G, elle est hospitalisée pour une rechute dépressive avec une crise suicidaire dans un contexte de troubles dépressifs récurrents. Elle n'a jamais connu son père. Sa mère était bipolaire, avec des tentatives de suicide récurrentes. Elle est décrite par la patiente comme maltraitante, abusive. Personnellement, elle dit s'être toujours sentie triste et différente. Elle a les premières idées suicidaires à 16 ans, 2 TS par IMV, diagnostic de dépression résistante posé à 20 ans, diagnostic de bipolarité écarté, multiples essais de traitements antidépresseurs jusqu'au tricyclique, sans efficacité, actuellement en attente pour les ECT, avec de la clomipramine, de la mirtazapine et des lysanxiens si besoin. Voici le tableau clinique. Elle présente depuis toujours, mais plus dernièrement, une tristesse de l'humeur profonde, un sentiment d'incurabilité, un isolement social, des colères récurrentes, une rumination anxieuse, troubles instinctuels, avec notamment une insomnie d'endormissement et des idées suicidaires scénarisées par immolation. Quelle est votre hypothèse diagnostique sur ce tableau clinique ? Soyez honnête. Si vous n'êtes pas dans une conscience de narcissisme, vous pensez à quoi là ? Borderline ? Moi, j'aurais pensé à la dépression. Il n'y a pas d'hypersensibilité interpersonnelle, là. Il n'y a pas de peur de l'abandon. Dans le sens où on a le tableau dépressif. Ouais, parce que vous avez l'histoire aussi. Moi, je vous dis vraiment sur les symptômes. Dans le sens où, sur un plan symptomatique, on a les symptômes de dépression. Après, c'est vrai que sur le plan historique, anamnestique, on ne pose pas un diagnostic de dépression chez quelqu'un qui a une dépression chronique à 20 ans. On est bien d'accord. Hein. Vous voyez, mais tristesse de l'humeur, anédonie, problèmes interpersonnels, isolement, troubles du sommeil, rumination anxieuse, idées suicidaires. Voilà. C'est de se dire, en gros, on a un tableau aigu. Bon. Mais c'est ça qu'elle disait. Moi, ça ne va pas, je me sens misérable et médiocre en permanence, vous croyez que c'est agréable ? Tout le monde a échoué, je ne suis pas traitable. Je ne vois pas pourquoi avec vous ce serait différent. Quand c'est, mais en fait, vous avez quel âge en fait ?
Le monde est pourri, 90%. Ça, c'est une vraie phrase. Le monde est pourri, 90% des gens sont malsains et mauvais, je vois pas l'intérêt de leur parler. Vous voyez la grandiosité cachée derrière la dépression ou pas? Les gens n'ont pas de morale. Et vous, vous en avez? Oui. Oui. Moi, je suis une merde, mais moins que. Ouais, c'est un peu ça que ça sous-entend. Vous voyez la grandiosité ou pas? Les gens sont amoraux. Les gens s'en foutent. Vous avez entendu? Moi, je suis pas pareil. Si vous doutez, vous posez la question d'une vulnérabilité narcissique sous-jacente, une question que j'adore poser, c'est comment vous voyez les gens autour de vous? S'ils vous répondent, c'est quoi cette question de merde, ou ils sont pourris, vous avez un peu des arguments. Il est incapable de voir à quel point je vais mal, mon copain. Il est jamais là pour moi, comme si je rajoutais des caisses. Et peut-être si je meurs, j'arrêterai cette souffrance, mais croyez-moi, si je meurs, mon copain, les médecins, tout le monde saura pourquoi je suis morte. Vous appelez son copain, elle a toujours été dépressive, mais elle est plus récemment pourtant, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ah si, il y a un petit truc, elle s'est fait virer de son cours de yoga. Elle dit c'est parce que ses profs ont mal pris le fait qu'elle leur dise qu'il faisait mal. Alors maintenant, quand vous avez ces nouveaux éléments, là, vous pensez aux troubles de personnalité narcissique. Parce qu'en fait, et c'est là-dessus que je terminerai, les troubles de personnalité, c'est comme l'autisme, ou les TND, j'aime pas ce terme, comme l'autisme, comme un certain nombre de troubles comme le trauma, où en fait, on va s'intéresser à la psychopathologie. En fait, on va refaire de la psychopathologie, cette fois basée sur les preuves, et on ne va pas s'intéresser seulement à une approche critériologique descriptive. Et je trouve ça personnellement déjà plus intéressant et surtout plus précis. Et surtout, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Donc, on peut très bien poser un diagnostic de trouble de personnalité, poser un diagnostic de dépression par-dessus. Et je ne sais pas comment c'est à Paris, a priori, vous avez ce cycle de conférences, donc voilà, mais je sais qu'à Lyon, jusqu'à peu, on nous disait des choses fausses sur le trouble de personnalité. On nous a dit, moi, on m'a dit, texto, vous ne pouvez pas poser un diagnostic de trouble de personnalité en crise suicidaire. On m'a dit ça. Puis un jour, j'ai fait des formations à l'étranger, et j'ai dit, c'est pas vrai, en fait. Je me dis, si moi, en deuxième semestre, je vois que c'est pas vrai, il y a un problème, quand même, vous voyez. Ce que je veux vous dire par là, c'est que pour pouvoir diagnostiquer notamment un trouble de personnalité narcissique, puisque c'est pas des gens qui vont vous le dire, ils vont vous dire, j'ai abandonné, il va vous dire, je me sens abandonné. Un narcissique, jamais vous dire, je me sens humilié. Il faut s'intéresser au processus psychopathologique sous-jacent et à ce qu'il y a derrière. Basez-vous sur votre instinct, basez-vous aussi sur les enjeux contre... On ne pose pas un diagnostic sur son instinct ou sur des enjeux contre-transférentiels, qu'on s'entende, mais ça évoque. Si vous vous sentez mal, si vous vous sentez marcher sur des œufs, si vous vous sentez nul, alors que le patient d'avant et le patient d'après, ça vous le fait pas, et que pourtant vous avez fait la même chose, si vous sentez qu'il y a de l'agressivité, si vous sentez tout ça, questionnez-vous et cherchez un peu s'il n'y a pas des éléments autour du narcissisme. Et puis gardez tout ça en tête, quoi. Merci.